Bonjour, je m'appelle Maxence Barufaldi, je suis candidat à la sélection France au Bocuse d'Or. J'ai assisté à ce qui se fait de mieux en matière de concours de cuisine, puisque j'étais au Bocuse d'Or à Paris. Le Bocuse d'Or, déjà, pour moi, c'est le plus beau concours au monde. Eh bien, le Bocuse d'Or, c'est le plus grand concours de cuisine au monde. Tu te mets en compétition avec d'autres pays. Donc ça veut dire que chacun va vouloir mettre son patrimoine culinaire sur la plus haute marche. Je suis ce matin en compagnie du vainqueur, Maxence Barufaldi. Bonjour. Bonjour. Victoire pour vous, vous allez représenter la France pour les prochaines échéances du Bocuse d'Or. C'est quoi ton rapport au stress? Pendant la compétition, en vrai, t'as pas le temps d'y penser, t'as le temps de penser à rien. Maxence, quand je vous ai vu mardi soir sur le podium, sur la première marche, avec votre médaille d'or, est-ce que vous aviez déjà conscience que c'était juste la ligne de départ du marathon? Oui, complètement. Parce qu'on a l'impression d'être arrivé quelque part, mais on est arrivé nulle part quand on a gagné la sélection française. Disons qu'on est un peu arrivé sur la ligne de départ d'une nouvelle aventure. Dans la compétition, c'est ok, je mets mon couteau, je veux que mon geste il soit précis, beau, perspicace. En face de moi, j'ai les meilleurs juges du monde, les meilleurs chefs du monde. J'ai ce qui se fait de plus beau, de meilleur. Bonjour et bienvenue à La Table des Chefs, le podcast qui accueille les bâtisseurs du monde de la cuisine française. Nouvel épisode, il y a 2 mois de ça, j'ai accueilli David Tissot, vainqueur du Bocuse d'Or Monde 2021. Aujourd'hui, j'accueille le prochain prétendant au titre français. Il a déjà gagné le Bocuse d'Or France. À l'heure où sortira ce podcast, il aura déjà participé, il y aura déjà les résultats du Bocuse d'Or Europe, avant, on l'espère, d'aller et de décrocher le Bocuse d'Or Monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un des plus grands espoirs de la cuisine française, Maxence Barufaldi. Bonjour, je m'appelle Maxence Barufaldi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être à la table des chefs et on va vous raconter l'histoire du Bocuse d'Or et surtout du déroulé de comment ça se passe. Incroyable, top. Quelle voix. Ah, ça va être trop bien. C'est un honneur de t'accueillir. Merci. Je suis très honoré, surtout que, comme je te le disais, on a une relation un peu spéciale puisque tu étais dans les premiers abonnés de la Table des Chefs sur Instagram. On avait déjà échangé quelques messages jusqu'à concrétiser ça. Aujourd'hui, je suis très content. On va parler de plein de choses. On va commencer par ton parcours, ton enfance. Après, on ira vraiment sur le Bocuse d'Or. Toi, le titre que tu as décroché pour la France. Comment ça va se passer pour l'Europe. Là, il faut savoir que c'est dans 2-3 jours quand on parle. Et ta vision. Moi, il y a quelque chose que je veux voir avec toi, c'est ton rapport à la compétition. Un peu à l'instar d'un athlète de haut niveau dans le sport, on va dire, plus dans le foot ou dans le rugby. On va voir comment ça se passe. Mais avant tout ça, avant d'aborder ton enfance, etc., petit cadeau comme à chaque fois. Ce cadeau a été conseillé par Gaëtan Bouvier. Donc c'est une bouteille. C'est pas un grand cru, mais je l'ai goûté moi-même. Et je peux te dire qu'elle est exceptionnelle. Super. Bah écoute, moi aussi à te retourner, je t'ai ramené un petit présent. Donc la distillerie Saint-Esprit qui est à Annecy et qui font leur propre pastis et comme tu vois qui est lauréat aussi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça un peu l'histoire dans l'histoire. Incroyable et superbe. On mettra tous les liens en description. Tu me dis que tu connaissais le fondateur, c'est ça? Oui, bien sûr, exactement. Donc on mettra tous les liens. Comment ça s'appelle du coup? Distillerie Saint-Esprit. Distillerie Saint-Esprit. Ok, pas de souci. Je goûterai, je ferai une petite story aussi, j'essaierai de les mentionner. Moi qui adore le pastis, donc c'est quelque chose d'artisanal. Ouais, complètement. Sourcing produit, réalisation du pastis, des brassins, tout ce qui va avec. Donc pour le coup, c'est fait du début à la fin. Je t'en remercie. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on le laisse ici, au moins ça leur fait un peu de publicité. Avant de commencer dans le Bocuse d'Or, est-ce qu'on peut commencer par remettre un peu le cadre sur qui tu es? Tu nais à Toulon en 93, le 9 septembre. C'est ça. C'est quoi ton enfance si tu devais la décrire aujourd'hui? Mon enfance, donc moi je suis né à Toulon. Ouais. Donc on est 2 enfants, donc j'ai une grande sœur. Mes parents donc habitent aussi à Toulon. Donc moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine depuis gamin. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est que tous les week-ends, je faisais beaucoup de cuisine avec ma grand-mère. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, autant que ce soit dans les médias ou quoi que ce soit. Elle représente un peu une part importante de ma cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai toujours qu'en fait, il y a toujours des souvenirs d'enfance, des goûts, des odeurs. Et en fait, on peut tous être élevés pareil, mais on a tous un palais qui a été façonné. Très souvent, on dit toujours, il y a les mères lyonnaises. Moi, c'est un peu pareil avec ma grand-mère. Okay. Donc pour le coup, j'ai vraiment bercé dedans avec ma grand-mère. Et jusqu'au jour où en fait elle m'a dit mais tu sais tu peux en faire un métier. Là j'ai l'impression que c'était Dieu qui revenait sur terre. Elle m'a tu le savais pas? Quand t'es gamin et t'as 5-6 ans tu te dis ok j'aime cuisiner, je passe des bons moments mais... Et là d'un coup tu dis mais tu sais tu peux en faire un métier. Et là d'un coup tu dis ok c'est le Saint Graal quoi. Ouais, j'imagine. C'est quoi la cuisine toulonnaise? Je connais pas du tout. C'est une vraie culture de la cuisine là-bas? En fait un grand-père toulonnais, une grand-mère d'origine alsacienne qui se rencontrent.
Et en fait, il y a quand même le terroir, c'est la cuisine provençale, c'est la cade, c'est tous ces produits-là qui sont autour de la table. Et donc, en fait, gamin, nous, on a toujours eu les repas de famille, les repas de fête, les mercredis chez les grands-parents, les week-ends. Donc, en fait, toute mon enfance a toujours été bercée autour d'un repas de table, que ce soit entre amis ou en famille. Donc, j'ai vraiment bercé dedans. Et donc, tu te passionnes de la cuisine grâce à ta grand-mère. Ouais. C'est ce déclic-là qui te fait penser que tu peux en faire un métier de manière professionnelle. C'est quoi ton parcours après de manière professionnelle? Tu vas au lycée d'Anne-Sophie Pic, Ouais. c'est ça? Ouais. Tu commences par ça? Donc moi, en fait, je fais un parcours lambda jusqu'au collège. Après, je fais une orientation. Et là, je pars sur le lycée hôtelier de Toulon, qui après a pris le nom Anne-Sophie Pic. Et là-dedans, je fais un cursus. Je fais un BP et un bac pro. Et j'ai la chance, j'ai un cursus qui va assez vite. À l'époque, j'ai 16 ans, je fais un concours de cuisine amateur. Et à ce moment-là, c'est assez rare que je le raconte, mais là, on va le raconter aujourd'hui. Quand je fais cette émission, elle avait été suivie. Et à l'époque, il y a François Fillon qui regarde l'émission, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et en fait, mon père voulait pas trop que je fasse de la cuisine. Et en fait, il s'est retrouvé d'avoir le recteur de l'académie qui l'appelle en lui disant, si vous voulez, on peut le faire rentrer en formation, alors qu'à la base, j'étais en maintenance des équipements industriels. Ok. Donc, rien à voir. Mon père était pas trop chaud, il était commercial dans l'agroalimentaire. Il me disait, tu sais, tu vas quand même passer pas mal d'heures. En fait, c'était plus un peu du cocooning. Et sauf que moi, j'étais vraiment déterminé à ça. Donc, en fait, je fais ce concours-là. Et en fait, la chance, c'est qu'en fait, François Fillon voit l'émission, le coup de téléphone, il tombe. Et après, à la suite de ça, j'ai un rendez-vous avec mes parents au lycée hôtelier de Toulon. Et en fait, je prends le cursus, mais bien plus qu'en retard. Je commence au mois d'avril. Ah oui. Et à l'époque, j'ai un proviseur qui s'appelle Monsieur Breguet et qui me dit écoute, si tu mets plein gaz, à la fin de l'année, tu passes en deuxième année. C'est quoi la fin de l'année? C'est juillet? C'est juillet. Donc en Ça laisse 4 mois, quasiment quoi. 3 mois, Ouais. 3 gros mois, en fait, il me dit écoute, si tu arrives à rattraper l'année, tu passes directement en deuxième année. Donc c'était plutôt assez cool de sa part parce qu'on se connaissait absolument pas. Donc en fait, j'ai mis plein gaz et après voilà, donc je suis rentré dans le métier. Au début par la formation au lycée hôtelier de Toulon. Et après, à la suite de ça, je suis rentré dans le cœur de l'activité. Et pour moi, c'était vraiment important. J'avais un choix, c'était faire que des étoilés Michelin. C'est un choix. J'aime la rigueur, j'aime la discipline. Et en même temps, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, le sourcing produit, les produits. J'ai eu la chance, encore une fois, j'ai travaillé gamin et j'ai été dans une fromagerie à Toulon. Et là où c'était vraiment un peu la caverne d'Ali Baba, des plus beaux produits, du beyota, des truffes, du foie gras. Enfin voilà, une magnifique épicerie, fromagerie. Donc en fait, je suis tombé dedans, quoi. Ok. Obélix est tombé dans la marmite, moi je suis tombé dans les produits. Donc non, c'est plutôt incroyable. Et donc en fait, j'ai toujours eu le bon goût aux produits et j'ai toujours eu la chance depuis mon enfance de tomber et de rencontrer des gens assez exceptionnels en rapport avec le produit. Je prends ma marraine, mon premier repas 3 étoiles que je fais, elle m'emmène à 16 ans, à quelques kilomètres d'ici, je vais manger chez Paul Bocuse Ah, pour mes incroyable. 16 ans. Ok. Donc en fait, j'ai la chance, c'est que je suis tombé dans la marmite très petit, quoi. Ok. Donc c'est cette passion qui te motive à en faire plus, à participer à ce concours, etc. Complètement. J'aime la cuisine, j'aime la gourmandise, j'aime le terroir, j'aime le voyage et j'aime la compétition. Déjà à l'époque, la Ouais, compétition. j'ai toujours aimé me dépasser et j'aime les choses bien faites, Ok. et les choses qu'on va aller chercher au maximum, le détail, vraiment tout ce qui va être tout ce qui est optimal. Ok, je vois. Et tu parlais d'étoilés. T'en as fait. Tu disais que tu voulais faire que ça. T'as fait lesquels? Donc moi, ma première maison après l'école, je me rappellerai toujours, ça se passe un vendredi, je sèche l'école et je vais manger chez Gérald Paseda au Petit Nice à Marseille avec des amis. Et à la fin du repas, je lui dis excusez-moi chef, est-ce que je peux vous voir, à vous parler et tout. Il me dit ouais, pas de problème et tout. Il me voit et il me dit ah écoute, je lui pose la question s'il cherche des commis pour l'été. Donc encore une fois, en plus ça, le hasard c'est que je rentre à l'école un 1er avril et je rentre chez Paseda un 1er avril. Ok. Et donc je rencontre Gérald et il me dit ah écoute, pas de problème, je te fais rencontrer mon chef, tu viens faire 2 jours d'essai, je fais 2 jours d'essai. Et je commence là-bas un 1er avril. Donc je commence par le Petit Nice Paseda à Marseille, ma toute première maison après l'école, donc Ok. spécialiste du poisson, 3 Une étoiles, étoile. 3. 3 étoiles Je au guide connaissais Michelin, sur le boulevard Kennedy à Marseille. Tu commences par un 3 étoiles. Ta première maison, c'est un 3 étoiles. Ouais, ma première maison c'est un 3 étoiles. C'est fou. C'est fou. T'as un conseil? Moi, il y a beaucoup de gens qui, sous les vidéos, disent mais c'est pas possible de rentrer première maison 3 étoiles. On a déjà eu des parcours de personnes qui disaient pareil, mais avec des 2 étoiles ou des palaces. Comment on fait pour entrer dans un 2-3 étoiles? Qu'est-ce qui les a marqués, tu penses? Bah, il y a 15 ans, j'ai pris ni plus ni moins, je suis allé acheter le guide Michelin et
J'ai pris 1, 2, 3 étoiles. J'ai envoyé en premier mon CV à tous les 3 étoiles. Après, je me suis dit, bon, si j'ai pas de réponse, je ferai en 2 et après en 1. Et j'ai eu la chance qu'en 3 étoiles, ça a fonctionné. Voilà, moi, mon objectif, c'est la détermination, c'était faire ça. Après, un poste de commis, c'est des postes qu'on a besoin dans toutes les cuisines. Donc derrière, c'est des entretiens. Il faut juste donner sa détermination. Pourquoi après l'école, tu as envie de le faire? Moi, j'avais envie de le faire. Pourquoi? Parce que j'aime la rigueur, j'aime la discipline, j'aime le produit, j'aime le détail. Donc déjà, je pense que quand tu es commis, que tu annonces la couleur, comme quoi toi, tu cherches le détail dans le travail qu'on va te donner à faire et que tu as envie d'avancer et tu as envie de te donner dans ton travail, je pense que déjà, c'est un peu... je dirais pas que ça t'ouvre la porte, mais tu l'ouvres pas pareil. Ouais, bien sûr. T'étais dans quel état d'esprit à l'époque? T'avais déjà une bonne confiance en toi. Tu disais que t'étais compétiteur. Ouais. Comment on se place entre confiance en soi et humilité d'apprendre? Comment toi, tu étais? Moi, je suis toujours, c'est la remise en question au quotidien. Moi, je dis toujours que notre métier, c'est un peu un livre. Alors, quand je dis ça, les gens, ils me regardent un peu bizarre, mais pourquoi un livre? Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu vas écrire une histoire de ta journée, de ton service du matin, service du soir. Moi, je dis toujours, chaque jour, tu tournes la page, mais tu te souviens de l'histoire. Tu changes de maison, tu tournes de chapitre, mais tu te souviens de l'histoire. Et je pense qu'on a un métier qui est prenant. Il y a de l'investissement personnel. Et je pense que derrière, on a besoin aussi, chacun, on a un peu notre façon, chacun un peu de se redynamiser soi-même. Et donc pour moi, c'était vraiment ça, c'était de me dire, ok, si ce midi c'est dur, ce soir, ça sera peut-être pas forcément dur. Mais en fait, c'est toujours se relancer à chaque service. Ok, t'essayes de passer l'éponge sur si t'as raté ton midi, imaginons, de repartir d'une nouvelle lancée, et pas que ça te touche pour le service du soir. Non, plutôt à l'inverse, un peu comme dans les concours, c'est à la fin, arriver à la conclusion après chaque service, et se dire, ok, pourquoi là j'ai échoué? Et en fait, le soir, d'essayer de faire mieux. C'est comme dans la compétition, là tu t'entraînes au Bocuse d'Or, aujourd'hui tu as une journée qui se passe très bien, demain ça se passe moins bien. Eh bien demain tu vas t'interroger toi-même pour savoir pourquoi c'est pas passé, qu'est-ce qui va pas. Et en fait tu essayes de mouliner, de réfléchir pour trouver le pourquoi du comment. Je voulais voir justement ce sujet avec toi, le Bocuse d'Or, évidemment, c'est un des sujets principaux de ce pourquoi on te reçoit. Aujourd'hui, tu es prétendant au titre déjà de l'Europe dans 3 jours. Donc moi, le mieux que je puisse te faire, c'est te souhaiter bonne chance. J'espère que l'audience sera avec toi. Avant d'essayer de vulgariser le Bocuse d'Or, c'est une mission qu'on s'était fixée pendant ce podcast. J'aimerais savoir quel a été le déclencheur. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu allais participer à cette compétition-là, qui est peut-être, selon moi et selon beaucoup, peut-être la plus prestigieuse du monde de la cuisine? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance en 2023, Édouard Loubet se présente comme candidat. Oui. En même temps que Paul Marcon se présente, en tout, ils sont 6 en finale France. Et Édouard me propose le poste de coach avec lui. Donc lui, candidat, et moi, son coach. Donc en 2023, et à ce moment-là, moi j'ai 29 ans et je dis, ok, feu plein gaz, ça m'intéresse vachement. Je sais que j'ai envie de faire des concours, je sais que demain j'ai envie de faire le concours du meilleur whey de France. Donc en fait, c'est l'étrier qui arrive plus vite que moi. Donc je m'étais dit, ok, je dis toujours, faut se sentir à maturité professionnelle pour le faire. Le faire avant, c'est trop tard, le faire après, je pense que c'est un peu trop tard. Donc on passe une aventure extrêmement dingue. Édouard finit sur le podium, finit 3e, et à partir de ce moment-là, en fait, quand il y a le résultat dans ma tête, je me dis, maintenant je l'ai vécu en tant que coach, la prochaine fois j'y vais comme candidat. Donc les 2 ans passent, et moi pendant ce temps-là, j'ai pas voulu laisser mon temps un peu comme ça au repos. J'ai pas mal voyagé pour m'inspirer, pour voir d'autres choses, voir pas mal de restaurants, de chefs, ainsi de suite. Chercher du sourcing produit, chercher du matériel. Toutes ces choses-là où en fait j'ai essayé de gagner du temps sans savoir le sujet, parce que le sujet on ne connaît pas. Et parce que un peu des choses basiques qu'on pourrait avoir besoin, avec des choses qui sortent de l'ordinaire pour s'ouvrir la culture et s'ouvrir la vision. Ok, et donc tu penses que comment tu l'as construit, toi, cette préparation, c'est en allant dans différents restaurants et déjà tu penses à faire le Bocuse d'Or, ou tu t'entraînes dans ton coin? Comment ça se passe pour se préparer au Bocuse d'Or, quoi? J'ai la chance, je m'entraînais et je bossais plutôt au campus de Groisy, le centre de formation. Okay. Donc j'avais quand même pas mal de face à face avec des apprenants. Et à ce moment-là, en fait, on essaie des choses, on fait des essais. Donc en fait, ça fait voir d'autres choses aux apprenants, et moi, ça me permettait aussi en même temps de m'entraîner. Donc en fait, c'était un peu un melting pot pour tout le monde, et tout le monde était content, ça faisait avancer tout le monde. Est-ce qu'on peut vulgariser un peu pour ceux qui écouteraient et qui ne sont pas au courant, ou faire une petite piqûre de rappel de comment ça se passe le Bocuse d'Or? On parle souvent de France, Europe, monde. C'est quoi ces 3 phases et comment elles se déroulent?
Alors j'irais même jusqu'à dire on a 4 phases. Ok. Parce qu'on a une sélection sur dossier, où là on a une thématique qui sort. Donc là moi j'avais 2 volailles de 1,2 kg, 1,6 kg, appellation et origine au choix du candidat, une garniture à base de champignons de Paris, une garniture libre et une sauce. Et ça, c'est juste pour être retenu pour la France. C'est ça. Mais pour y participer, tu gagnes même pas... Pour y participer, il faut juste s'inscrire sur le site de la Team France. Ok. Et après, voilà, grosso modo, tu prends un peu comme un dossard quand tu vas aller courir un marathon. Tu prends ton dossard et tu dis coucou, j'ai envie de participer au concours. Et après, à la suite de ça, il y a une étude de dossier. On a un premier sujet où celui-là, il n'y a pas de dégustation, c'est que sur photo, montage du dossier, dégustation, vidéo à l'appui, comme quoi c'est bien toi qui le réalise, tout ce qui va bien avec. Et après, à la suite de ça, la Team France choisit 6 candidats. Et après les 6 candidats qui sont choisis, on a un sujet qui tombe, où là, on a eu la pratique, qui était le 21 octobre dernier, à Paris, à la Mutualité, où là, les 6 candidats, encore une fois, on avait le même sujet, et après, on a dû préparer. Donc là, on avait 2 Saint-Pierre, on avait une garniture à base de champignons de Paris, une garniture libre, une sauce d'accompagnement. Et après, il y avait déjà un deuxième sujet, comme on retrouve à l'Europe et au monde, où là, il fallait faire des amuse-bouches, toujours avec du Saint-Pierre. Donc avec ces 2 Saint-Pierre, il fallait être capable de faire amuse-bouche pour 12 et plateau pour 12. Ok. Donc en fait, la même chose, version compressée. À la suite de ça, donc les résultats tombent et il n'y a que le premier qui intègre la Team France pour le candidat. Après, à la suite de ça, il y a toujours une élection du meilleur commis. Et là, donc le meilleur commis, nous, on a rejoint l'équipe. Et c'est lui qui est mon commis aujourd'hui à l'Europe. Qui s'appelle Arthur Fouriel. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Exactement. Ouais, je me disais. Et donc Arthur directement rejoint l'équipe. Et là, après, 3 semaines plus tard, le 15 novembre, on a eu le sujet de l'Europe qui est tombé. Ok. Au début, le premier sujet qu'on connaît toujours, c'est le sujet ce qu'on appelle du plateau. Le plateau qu'on connaît au Bocuse d'Or, qu'on voit très souvent passer en photo ou en vidéo. Pourquoi c'est le sujet le premier ? Parce qu'en fait, il y a toute la conceptualisation d'un plateau, d'un support, tout ce qui va avec, toute la mécanique qui va derrière. Donc là, le premier sujet, c'était 7 rouget grondin, une garniture à base d'artichaut, une garniture à base de pois chiches, une sauce qui devait comporter de l'oursin. Donc ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, taureau et sèche en accord terre et mer, ce qu'on appelle en surf and turf, avec une sauce d'un dérivé de l'aioli, donc ail et huile d'olive. Et là, on a eu un troisième sujet, 1 mois avant la compétition, où là-dedans, on apprend comme quoi on doit faire le show de la préparation de notre sauce aioli sur scène, un peu en show spectacle. Ok. Ça me paraît bien plus complexe, les sujets de l'Europe que de la France. Je me trompe ? Pour le coup, tu sais, ça fait un peu step by step. Ok. C'était la sélection dossier. Après ta section dossier, tu as le niveau du France, le niveau de l'Europe et le niveau du monde. Et l'Europe, donc... Faut pas oublier, ça fait un peu comme un entonnoir. Tu as un entonnoir qui est très large, et à la fin, tu as les meilleures équipes qui finissent en finale à Lyon en janvier 27. Ouais, c'est ça. À l'Europe, tu as 20 nations qui s'affrontent et il n'y en a que 10 qui sont sélectionnés, c'est ça ? À l'Europe, exactement. Donc, c'est 20 pays finalistes du Bocuse d'Or Europe et les 10 premiers qui partent directement au monde. Donc c'est ce que tu vas faire ce dimanche, au moment où on enregistre ce podcast. Ouais. Ok. Puis le monde, c'est combien de nations qui s'affrontent ? Au monde, c'est entre 20, 22, 24, ça dépend. Ça, c'est l'organisation après qui gère. On a des leaders. Nous, je sais que ça fait, allez, on va dire, une petite dizaine d'années, 8 ans, on va dire qu'on a repris quand même le devant de la scène. Grâce aussi à des choses qui ont été mises en place. On a reçu Davy qui nous parlait de l'institut du Clairefontaine de la cuisine. On a des leaders, à part la France, dans le monde, qui sont très très forts, qui ont mis une certaine autorité sur le podium. Oui, bien sûr. Vous savez, dans toutes les compétitions, on a toujours les leaders, ceux qui se retrouvent assez souvent là. On a beaucoup les pays scandinaves, qui sont sur le devant de la scène au Bocuse d'Or, l'Amérique, l'Angleterre. Mais après, comme j'aimerais toujours dire, c'est pas parce qu'il y a une équipe qui fait un résultat en 2025, qui fait un podium ou dans 4, 5, 6, chaque pays change de candidat, chaque pays change de coach. Donc en fait, les cartes sont tout le temps remises en question. Les cartes sont tout le temps remises en question. Et derrière, c'est aussi le thème. Est-ce que le thème, il te parle plus qu'un autre sujet ? Il y a beaucoup de facteurs. Et puis, pour moi, au Bocuse d'Or, il n'y a pas de petite équipe.
il n'y a que des grandes équipes. Aucun pays n'est arrivé là par hasard. Donc en fait, derrière, on n'a que des grandes équipes. Et que des grandes équipes qui, en fait, on rêve tous d'aller décrocher le Graal. Complètement. Déjà, juste à voir ceux qui ont échoué, ceux qui n'ont même pas fait de podium ou je ne sais quoi, puis ceux qui ont vaincu aussi, on a beaucoup de très grands noms. Des gens qui ont prouvé qu'ils étaient capables de faire d'énormes choses ailleurs. Je pense à des 3 étoiles Michelin, 2, 3 étoiles des MOF, etc. On voit que l'épreuve joue beaucoup. Toi, c'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu appréhendais un peu comment on peut dire, l'épreuve, quoi? Tu sais, les ingrédients qu'ils vont te mettre, les ordres qu'ils te donnent. Tu te dis, ah tiens, si ça tombe là-dessus, je suis pas bien, tu vois. Est-ce que tu avais des préférences et des sujets où tu voulais à tout prix éviter? Je dirais que quand tu prépares le Bocuse d'Or, tu vois, j'ai entendu que tu dis échouer. Pour moi, il n'y a pas d'équipe qui échoue. Il y a une grande phrase qui dit toujours on n'échoue pas, on apprend. C'est le cas de dire, c'est pareil au Bocuse d'Or. Au Bocuse d'Or, on a quand même, on a tous un parcours professionnel. On a tous des produits qu'on apprécie ou d'autres un peu moins. Mais après, tu cherches tellement à te surpasser toi-même que naturellement, même un produit que tu affectionnerais pas, tu vas commencer à l'apprécier, à l'aimer. Donc naturellement, tu te retrouves à avoir des produits que tu es là, tu es un peu dans la réflexion, et va savoir pourquoi tu mets au point d'une recette d'un produit lambda que tu aurais fait d'habituellement dans ton restaurant. À ce moment-là, cette fois-ci, tu as réussi à le magnifier, alors que ça se trouve, ça fait des années que tu essayes. Mais sauf qu'aujourd'hui, t'en fais une pièce de bijou. Hein. Tu parles au nom d'un groupe, et c'est une amalgame qu'on fait beaucoup. On remet souvent le Bocuse d'Or à une personne. C'est pas le cas. Évidemment qu'il y a souvent une tête, un chef, mais il est entouré. Il est entouré Bien de sûr. qui? Nous, en France, on a la chance qu'on a la Team France qui nous encadre, qui nous aide, qui nous aide aussi par des partenariats. Parce que si à l'heure d'aujourd'hui, on arrive à s'entraîner, à mettre au point des recettes, à avoir un joli plateau qu'on verra, donc vu que la vidéo sort là le lundi, on verra ça le dimanche. Si nous on arrive à faire tout ça, c'est parce qu'il y a des partenaires. Et quand il y a des partenaires, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le projet. On a un président, on a un trésorier, voilà. C'est le cas de dire, c'est une mini-entreprise au sein de la gastronomie française. Donc la Team France qui est quand même très important, on a des partenaires, je vois par exemple là, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont quand même des gros partenaires, mais on a toute une multitude de partenaires qui ont leur importance. Il y a du partenariat qui va être sur l'équipement. Et en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si aujourd'hui on est capable de travailler et de se dépasser, c'est parce que derrière, il y a un travail de fond, un travail des partenaires, un travail de l'organisation de la Team France, qui permet, nous, en tant que candidats, de s'enlever beaucoup de choses de l'esprit. Ça veut dire que je ne suis pas là le matin à aller me dire, OK, je vais aller chercher qui comme partenaire. On a la chance, avec la Team France, d'avoir derrière des partenaires, des chefs, des ambassadeurs, des gens qui viennent donner de leur temps au service de la gastronomie française. Donc on se retrouve à avoir des chefs qui viennent en dégustation, on se retrouve à avoir des conseils. Par exemple, en fonction de certains produits, tu vas appeler certains chefs parce que tu vas vouloir avoir des informations, parce que lui, c'est sa Madeleine de Proust. Donc en fait, toutes ces choses-là, en fait, on a la chance avec la Team France de tout englober. Sur le devant de la scène, dans ton équipe, il y a qui du coup? Il y a toi. Tu as ce qui est appelé un commis, souvent on appelle ça un second, c'est un peu... tu as fait la référence, t'as qui d'autre? T'as un coach donc? Oui, j'ai un coach, donc nous on a inversé la donne, ça veut dire que la sélection France, j'y suis allé comme candidat, Edouard comme coach, et Edouard là est mon coach. D'accord. Donc en fait on fait toujours équipe à 3 au Bocuse d'Or pendant l'épreuve. Donc on est coach, commis, candidat, coach Edouard Loubet, commis Arthur Foriel et candidat donc c'est moi. Et après, on a quand même toute une équipe autour de personnes qui travaillent sur le recherche et développement, sur la logistique, ce qui permet qu'en fait, quand moi je vais descendre à Marseille, il y a toute une équipe derrière qui va finir de préparer le box, qui va le transférer. Et en fait, c'est le cas de dire, c'est un peu les Jeux Olympiques. Ça veut dire que tu as l'athlète et après tu as toute la partie médecin et tout ce qui va avec. Nous, on a coach physique, coach mental, parce qu'en fait, derrière, tu te prépares au haut niveau. Donc, vu que c'est de la compétition, tant que tu n'as pas le résultat, tu ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tu as un concurrent, par exemple, si on prend référence au sport, tu as un concurrent qui va se blesser, ok, peut-être que tu as une place de faire un podium. Chez nous, c'est un peu pareil. Tout le monde met la même envie, tout le monde met la même détermination, mais après, c'est quid de l'interrogation le jour J. Tu parlais des Jeux Olympiques et je pense que tu as totalement raison, la comparaison est très bien faite. C'est
très clairement le Graal des distinctions culinaires aujourd'hui dans le monde, mais j'ai l'impression que c'est pas assez connu du grand public. T'en penses quoi ? Tu sens ça reconnu aux yeux des gens qui sont pas forcément amateurs de cuisine ? Bah, je pense que le Bocuse d'Or, déjà, pour moi, c'est le plus beau concours au monde parce que en fait, tu te mets en compétition avec d'autres pays. Donc, ça veut dire que chacun va vouloir mettre son patrimoine culinaire sur la plus haute marche. Bien sûr. C'est peut-être un peu moins connu parce que c'est quand même un concours de compétition et c'est pas, on va dire, un talk show télévisé. Là, c'est vraiment du professionnel pour du professionnel. Donc, quand tu pars dans ton métier professionnel, les gens connaissent. Après, le concours est affilié au nom de Monsieur Paul. Et tout le monde connaît Monsieur Paul. Je veux dire, c'est le plus bel ambassadeur qu'on ait pu avoir dans notre métier. C'est celui qui a fait connaître la gastronomie française sur un piédestal tellement fantastique. Et le concours qui porte son nom. Donc, en fait, derrière, il y a tout un maillage qui se fait. Mais après, je pense que de plus en plus, les années passant, je pense que de plus en plus, les gens connaissent le Bocuse d'Or, ou au moins en ont déjà entendu parler. Peut-être pas qui suivent, tu vois, par exemple, comme une émission télévisée, mais par contre, tout le monde sait la référence, qu'est-ce que c'est le Bocuse d'Or. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il y a ce qui me rend optimiste, c'est que souvent en préparant les questions, j'aime bien regarder les questions les plus posées sur Internet. C'est quelque chose qui revient souvent parmi les épisodes. Et le terme Bocuse d'Or, compétition et même les recherches augmentent d'année en année. Et là, je crois qu'on a fait x2 sur ces 2 dernières années par rapport aux 2 précédentes. Donc ça montre qu'il y a un vrai engouement. Et je vais te poser les questions les plus posées à propos du Bocuse d'Or. Souvent, on dit Bocuse d'Or, vainqueur, grand chef, vainqueur, Bocuse d'Or. C'est quoi les plus gros noms qui te viennent en tête quand on parle des gens qui ont remporté la section monde ou Europe, France, peu importe? Bah, j'irais à dire, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Mais après, encore une fois, c'est le goût de chacun. C'est comme une assiette que tu as devant Bien toi. sûr. C'est que toi, ça va te plaire. Moi, ça va peut-être un peu moins me plaire, ainsi de suite. Je pense que tous ceux qui déjà se sont inscrits, se sont donnés même qu'une sélection France, quand tu vois qu'il y a des très grands noms de la gastronomie française qui sont pas passés à la sélection France, bah parce qu'il y en a qu'un seul qui passe et qui sont deuxième ou ainsi de suite. Et pourtant, c'est des gens qui sont fabuleux, qui sont remarquables et qui ont un parcours hors norme. Donc je pense qu'en fait, tout le monde est très grand dans notre métier, tous ceux qui ont envie d'y aller. C'est pas parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'y aller qu'au contraire, c'est un peu moins. Je pense qu'après, ça, c'est l'état que toi, tu as envie. Est-ce que tu as envie d'être compétiteur ? Est-ce que tu as envie d'être compétiteur dans ton restaurant ? Après, c'est le choix de chacun. Toi, il y en a qui t'ont touché particulièrement ou tu te reconnaissais en eux? Bah, je dirais pas reconnaître, mais il y a des gens. Moi, je te donne une anecdote. Gamin, il y avait un magazine qui s'appelle le magazine 3 étoiles. Dedans, il y avait les posters des cartes des grands restaurants et des affiches de chefs. Bah, dans ma chambre, c'était ça. J'avais pas de footballeur ou de rugbyman au mur. Non, voilà, j'ai vraiment baigné dedans. Et pour le coup, aujourd'hui, de représenter la France au Bocuse d'Or, c'est un rêve de gamin. Et donc, t'avais qui au mur? Bah, par exemple, je me rappellerai toujours, j'avais une affiche de Monsieur Paul, j'avais Monsieur Robuchon, et il y en avait une de Yannick Aleno, une de Frédéric Canton. Incroyable. Voilà, donc en fait, derrière, c'est un peu un rêve de gamin. Yannick Aleno a dû te pousser un peu vers le Bocuse d'Or, a dû augmenter cette crédibilité et t'instruire, vu que je crois que pendant longtemps, c'était lui qui candidatait beaucoup, c'est ça? Bah lui, il a participé une fois au Bocuse d'Or. Ok. Et pour le coup, lui a déjà été candidat. Mais après, c'est une multitude. Tu sais, moi, j'ai toujours été fan de Monsieur Paul. Donc forcément, quand il y avait un article de Monsieur Paul, je le lisais. Bien sûr. Donc derrière, et puis j'ai eu la chance de travailler là-bas. Il y a un terme, ça m'a surpris. Après Bocuse d'Or, un des termes les plus recherchés, avec plus de 200 recherches par mois juste en France, c'est Bocuse d'Or, triche. On peut tricher au Bocuse d'Or, c'est déjà arrivé? Il y a déjà eu des cas comme ça ou pas? À ma connaissance, je pourrais pas te répondre parce que je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé, peut-être qu'il y en a qui ont réussi. Bah, écoute, courage à eux, mais en tout cas, nous, dans la compétition, c'est se dire, tu sais, dans tous les sports, tu as des gens qui vont essayer de se doper. Il y en a qui vont essayer d'aller sur des grosses performances en s'aidant. Bah, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais en tout cas, moi, j'essaie d'être le plus simple possible. Il y a du dopage en cuisine ou pas? Bah, T'as déjà entendu parler? Écoute, je pourrais pas te répondre parce que j'ai jamais entendu. Ouais, je me disais, comment on pourrait se doper pour la cuisine, tu sais? Pour du sport, ça paraît un peu plus évident. Bah après, peut-être que tu peux t'aider avec certains produits, je sais pas. En vrai, Ok. je botte en touche. Ouais, j'imagine.
petite coupure pendant cet épisode. Déjà, j'espère que vous passez un bon moment. Je viens pour vous parler de 2 choses. Le dernier podcast qu'on a sorti est en train de casser les scores. J'en suis très content. C'est le podcast donc avec Gaëtan Bouvier. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire après cet épisode. Je vous parle de ça pour vous dire que ce qui a fait le succès de ce podcast, c'est que vous avez manifesté votre engagement en boostant la vidéo. C'est quelque chose que YouTube a mis en place pour les petits créateurs. Vous pouvez booster jusqu'à 3 fois par semaine une vidéo. Donc vous avez été nombreux à booster. Au moment où je vous parle, on est 24e des tendances françaises. Ce qui est énorme pour nous. C'est incroyable. On a déjà fait, je crois, 1400 vues. C'est fou pour nous. Donc je vous invite à le refaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous le souhaitez et vous abonner. Deuxième coupure, c'est pour l'application Opterus Desk. Vous le savez, c'est l'application qui vous permet de fidéliser grâce aux automatisations en améliorant votre communication. Donc c'est un logiciel de réservation pour les restaurants. Au lieu de vous en parler, je préfère vous laisser quelques témoignages de nos clients satisfaits. Nous, on passe beaucoup sur la plateforme Opterus, qui marche super bien. Nous, ça nous fait beaucoup moins de travail, beaucoup moins de coups de fil, et on a la chance d'avoir un suivi client qui est super intéressant. Alors avant, on avait peut-être 5 avis Google par semaine, c'était vraiment léger. Et en fait, avec le petit SMS d'Opterus, on est passé à 20 avis semaine. Ce lien en fait de personnalisation, les clients, ils ont adoré. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est 80% des résas qui sont dessus. Ah ouais. Et bah là, je vois par exemple, lundi, j'en avais 4-5 réservations, 3 résas qui étaient déjà sur Opterus. C'est rapide, simple d'utilisation. Voilà, donc vous avez un lien avec un mois d'offert en description et je vous souhaite une bonne continuation de ce podcast. On peut continuer sur la brigade du chef. Tu le sais, c'est un peu un format un peu plus ludique. Le but, c'est de faire la meilleure brigade de tous les temps selon toi. Je vais te citer des postes et tu me dis qui tu mets. On va commencer, on va faire une petite référence au dernier qui est venu. Donc en tant que chef sommelier, qui est-ce que tu mettrais ? Eh bien, en tant que chef sommelier, je mettrais Xavier Tuisa. J'ai eu la chance de travailler avec lui à l'hôtel de Crayon à Paris et qui, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un de remarquable. Incroyable. Il gère très bien sa com d'ailleurs. Ouais, canon. Franchement, moi, je suis abonné et je regarde beaucoup ce qu'il fait en ce moment. J'aime bien parce qu'il vulgarise et en même temps, il a, tu sais, un peu cette éloquence de sommelier. J'aime bien avoir des profils différents. C'est quelqu'un, je crois, qui a été meilleur sommelier de France en 2022, si ma culture est bonne. France, meilleur sommelier du monde, meilleur Ah roi de oui France. Donc en fait... Meilleur sommelier du monde ? Ouais. Je savais pas. Donc pour le coup, c'est énorme. Il a un palmarès exceptionnel. Toi, tu as travaillé avec lui ? Ouais, on a travaillé ensemble à l'hôtel de Crayon. Tu étais à quel poste à l'hôtel de Crayon ? Moi, j'étais second à l'hôtel de Crayon. Ok. Et tu travailles beaucoup avec le chef sommelier quand tu es second ? On travaille plutôt pas mal parce que sur les accords, sur les essais que tu fais, tu essaies toujours qu'il y ait un suivi logique. Donc en fait, quand tu fais les testings des essais avec le chef, il y a toujours le sommelier, il y a toujours le responsable de salle. En fait, c'est un peu une partition à plusieurs pour essayer vraiment d'emmener les clients dans un univers. Ok, je vois. En tant que chef pâtissier, qu'est-ce que tu mettrais ? Je mettrais Laurent Janin, malheureusement disparu, quelqu'un avec qui j'ai travaillé à Londres et au Bristol, quelqu'un que je trouve qui avait un talent hors norme et d'une gourmandise dans ses pâtisseries dingue. En tant que second de cuisine, justement, tu mettrais qui ? Seconde cuisine, je mettrais un de mes meilleurs amis qui est Paul-Antoine Digiacomi, avec qui on a bossé 3 fois dans 3 étoiles ensemble. Le Petit Nice à Marseille, à Collonges chez Monsieur Paul et au Bristol ensemble. Vous êtes suivis, c'était fait exprès ? Non, absolument pas. En fait, on est devenus amis en travaillant chez Monsieur Paul. Et année faisant, le hasard veut qu'on a bossé 3 fois dans 3 étoiles ensemble. Incroyable, ouais. ça soude la cuisine en plus. Ouais, exactement. En tant que espoir, si tu pouvais mettre un apprenti là-dedans, souvent on met quelqu'un qui est un peu plus âgé quand même, hein. Il y a des gens qui ont 25, 26, même 30 ans qui sont souvent cités, mais si tu devais mettre une pièce sur quelqu'un dans les prochaines années, ce serait qui ? Eh bien, pour un espoir, je mettrais Jean Eudes, qui est un de mes anciens seconds et qui fait partie avec moi de l'équipe du Bocuse d'Or. Je pense que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a une belle vision de la cuisine et quelqu'un, pour le coup, que je pense qu'on va en entendre parler. Ok, je retiens. En tant que chef de cette brigade, tu mettrais qui ? Forcément, si tu me proposes de faire mon recrutement que j'ai envie, je te dirai moi. Mais voilà, après, comme je dis, il y a pas on dit toujours il y a un grand chef, mais derrière il y a une grande brigade. Je pense que la brigade fait tout et se donne au quotidien pour faire des beaux résultats. Donc nous les chefs, on a surtout une grande brigade derrière. Complètement, mais souvent c'est sous-estimé, encore une fois à l'œil du grand public. On va beaucoup parler de la cuisine de le chef, et on va pas assez parler des secondes, des commis, de
tout. Et je trouve ça un peu dommage. Tu remarques ça ou de plus en plus tu sens que les seconds et les autres membres de la brigade sont mis en avant? Après, encore une fois, c'est comment chacun l'interprète. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, je dis toujours, si demain je fais un résultat au Bocuse d'Or, je ne l'ai pas fait tout seul. Derrière, il y a un coach, il y a des commis, il y a des seconds, il y a des chefs qui viennent goûter, il y a la Team France. Et en fait, on n'est jamais seul dans un projet. Tu sais, quand on dit toujours, derrière un grand homme ou une grande femme, il y a un grand mari ou une grande femme. Bien sûr. Peu importe. C'est vrai. Bah, c'est un peu pareil. En fait, moi, je dis toujours, derrière un grand nom, il y a forcément une ou plusieurs personnes. Bien sûr. Autant, des fois, tu as l'entonnoir qui est dans le sens normal, autant des fois, c'est inversé. Tu as une personne, mais derrière, tu as une multitude de personnes. Et puis, tu sais, comme je dis toujours, si le chef il est performant dans sa création, c'est parce qu'il est bien dans son quotidien, il est bien dans son quotidien, il est bien avec son staff. Et en fait, c'est un mix de tout ça qui fait qu'en fait, tu es performant. Ouais, complètement. Je suis complètement aligné. Si tu devais mettre le meilleur chef de salle pour toi, ou la meilleure chef de salle? La meilleure chef de salle, je dirais Claire Sonnet. Claire Sonnet, avec qui j'ai travaillé à l'hôtel de Crayon, qui pour le coup, je trouve qu'elle a une élégance. Elle a une élégance, quand je dis une élégance, c'est dans son service, dans l'approche client. Et en fait, je trouve qu'elle peut emmener des gens tellement loin des clients. Et je pense que c'est une des personnes que j'ai rencontrées en salle qui m'ont le plus époustouflé. Ok. Comment tu juges un bon chef de salle? Bah, c'est pas un jugement, mais j'aimerais plutôt dire quelqu'un que tu sens que, tu sais, il a la fibre, mais en même temps la fibre un peu aubergiste, mais avec un grand A. Quelqu'un que tu sens qui va te transmettre, qui est capable de te vendre tes plats, de les magnifier, et quelqu'un qui, en fait, d'un plat simple, peut très bien emmener les clients dans un plat exceptionnel. Et le dernier poste, c'est si tu pouvais mettre un joker, quelqu'un qui pourrait aller à tous les postes, rajouter quelqu'un en plus, ce serait qui? Bah, pour moi, celui qui pourrait faire tous les postes, encore bien sûr, c'est une brigade de rêve, je dirais Emmanuel Renaud. Parce que je trouve que, voilà, Emmanuel Renaud, donc 3 étoiles et meilleur white de France, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et qui, en fait, quand je vois, on va souvent nager ensemble au lac à Annecy et tout ça, même aux champignons. Et en fait, c'est quelqu'un qui est tellement dans son entreprise, le matin aux champignons, le midi au service, en mise en place. Enfin, c'est le cas dire, c'est alpha tout, quoi. Il est. C'est le Rocky Balboa, quoi. Incroyable. Je suivais un peu et le personnage est très plaisant parce qu'il est autant compétiteur que omnibulé par ses objectifs. Et en même temps, tu sais, il est très parlant. On se reconnaît beaucoup en lui. Ça a l'air d'être un personnage chaleureux. Je crois que tu as fait une super bonne brigade. À la fin, moi j'aime bien regarder toutes les brigades que tout le monde a fait. Peut-être que tu as une des meilleures. On va continuer sur le Bocuse d'Or France. Tu as gagné en 2025. Ouais. Déjà, je te tire mon chapeau. Bien joué. Quand est-ce que tu t'es dit, ok, j'y participe? On en parlait un peu en off. Tu as eu des compromis à faire. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu allais y mettre les pieds? Bah, ce qui m'a fait dire que j'allais y mettre les pieds, déjà, c'est l'envie, la détermination. Tu sais, quand tu l'as au fond des tripes, tu as une part de stress, de l'inconnu, parce que tu connais pas le sujet, mais tu as une part où tu te dis, putain, mais je vais travailler pour essayer d'aller chercher un résultat. Je trouve que le moment, il est juste incroyable. Je veux dire, tu vis quelque chose qui est juste tellement grand que derrière, c'est... Et au contraire, je dirais à tous les gens qui veulent faire des concours, inscrivez-vous au Bocuse d'Or, parce que derrière, vous allez vivre des moments qui sont juste incroyables. C'est un rêve de gosse. Je veux dire, la phrase du président de la Team France, quand il annonce mon nom le 21 octobre, mais c'était juste incroyable. Je veux dire, quand on travaille toujours pour un résultat. Après, chacun met les résultats où est-ce qu'il a envie de mettre ses curseurs. Bien sûr. Mais derrière, quand on a la chance de vivre ça, c'est exceptionnel. J'avais une question un peu plus, si on devait commencer à aborder le point de vue compétition. Souvent, on dit qu'on y va pour gagner. On l'a déjà dans l'état d'esprit. C'est une possibilité de perdre ou pas? Bah, je dirais qu'en fait, ça serait même pas perdre. Ça serait derrière qu'en fait... déjà, quand tu participes à la sélection France, déjà, peu importe chacun à la hauteur de sa place, déjà, tu sais que tu as fait un dépassement de toi. Parce que déjà, tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas dans tes habitudes de tous les jours. Parce que le concours, c'est de la répétition, c'est de la recherche, c'est de l'avancement. Donc, en fait, toutes les places sont belles. Tu peux être premier, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, peu importe. Parce qu'en fait, tu sais que déjà, toi, tu t'es dépassé. Et comme j'ai envie de dire, aujourd'hui, la place que tu fais, peut-être que tu la feras pas demain. Et peut-être que dans 15 jours, tu ne feras pas encore le même résultat. Je dis toujours... La compétition, dans n'importe quel domaine, c'est tu as été bon le bon jour, à la bonne heure, au bon moment, tu as performé à ce moment-là.
peut-être que 2 heures après, t'aurais pas été bon. Un jour après, t'aurais été exceptionnel. Et 2 jours après, la catastrophe. Donc, j'aimerais te dire que derrière, c'est un peu... Il y a aussi un facteur hasard. Même si tu travailles pour enlever le hasard, il revient toujours vers toi. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ton rapport au stress ? Quand t'es sur le moment, est-ce que tu dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Ou pas du tout ? Bah, en fait, j'aimerais te dire que le stress, t'essayes de l'oublier. Mais Ok. malheureusement, des fois, c'est lui qui vient te gratter le dos et qui vient te dire coucou, je suis là, quoi. Et pendant la compète ? Bah, pendant la compétition, en vrai, t'as pas le temps d'y penser, t'as le temps de penser à rien. La seule chose que t'as le temps de penser dans la compétition, c'est ok, je mets mon couteau, je veux que mon geste il soit précis, beau, perspicace. En face de moi, j'ai les meilleurs juges du monde, les meilleurs chefs du monde. J'ai ce qui se fait de plus beau, de meilleur. C'est comme demain, tu vas dans un grand magasin automobile, bah, tu vas forcément aller voir la plus belle. Bien sûr. Même si t'as les poches trouées. Bien parce sûr. que c'est un rêve. Bah, là, c'est un peu pareil. Ok. Derrière, en fait, tu veux tellement rendre beau et magnifier ton geste que bah, tu essaies d'apporter les petits détails. Parce que derrière, dans ta tête, tu te dis, putain, faut surtout pas que j'aille perdre 2 points. Comme j'ai toujours, toutes les équipes, on part d'une note à 20 sur 20. Soit tu perds plus ou moins de points, ou soit t'en perds pas beaucoup. Ok. Et c'est ça qui fait le résultat. Ok. J'imagine qu'avec les maisons étoilées que tu as fait, l'hygiène de vie était déjà primordiale. Est-ce qu'elle a changé lors de la préparation de ce concours ? J'irais jusqu'à dire hygiène de vie, oui et non. Pourquoi ? Parce que quand on travaille dans notre métier, le sport, je suis pas un grand sportif. Ok. Je suis plutôt quelqu'un... Au lieu d'aller faire 2 heures de sport, je préfère aller m'attabler avec des amis, passer un beau moment de convivialité. Même si par le concours, eh ben, ça c'est rigolo, c'est que là, l'effet inverse, tu te paramètres à te dire, ok, il faut que je gère ma fatigue, il faut que je gère mon alimentation, il faut que je gère mon repos, il faut que je gère mon sommeil. Et donc, en fait, des choses que d'habitude, bah, qui seraient pas un peu moins importants, bah là, d'un coup, tu t'aperçois que des petits détails sont très importants. Et tu l'as senti, toi, sur ton corps ? Ah oui, sur mon corps, c'est pour ça que j'ai pris coach physique, coach mental, pour justement, bah, pour être, c'est le cas de dire, bien dans tes baskets. Quoi. C'est quoi, coach mental ? J'en entends beaucoup parler, hein, que ça soit toi ou alors des footballeurs, des rugbyman, qui parlaient de l'importance d'un coach mental. Toi, il t'a fait faire quoi ? Bah, un coach mental, déjà, ça te permet aussi de te rassurer. Ça fait un peu, j'aimerais te dire, un peu limite, un peu psychologie. Ok. Mais c'est surtout, en fait, ça te pousse au dépassement de toi-même. D'accord. Moi, j'ai Maxime, qui est mon coach mental depuis la sélection France. Bah, en France, tu vois, je te donne une anecdote. Je démarre, j'ai 36 minutes de retard. J'envoie mon plateau avec 26 secondes d'avance. Attends, tu démarres, t'as 36 minutes. Pourquoi t'as 36 minutes de retard ? Bah, parce que au niveau des pesées, ça prend un peu plus de temps que prévu. D'accord. Donc je démarre avec 36 minutes de retard. Donc t'as 36 minutes qui sont perdues. Et j'arrive à renvoyer avec la commis avec 26 secondes d'avance. Incroyable. Et je pense que si derrière alors certains te diront, moi j'en ai pas besoin et tout. J'étais le beau premier à dire, un coach mental, t'écoutes. La première fois que je fais un rendez-vous avec lui, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Et en fait, quand tu finis le rendez-vous et que tu as l'impression qu'en fait, tu marches sur l'eau, bah en fait, il va plus t'emmener une sérénité à toi-même, te faire réfléchir, le fond, l'analyse, la problématique, comment la contourner sans la dévier et comment aller chercher du résultat. Donc, pour moi, un coach mental, ça t'apporte beaucoup parce que tu es bien, ça t'enlève la pression, ça te conseille. Et derrière, il y a quand même une multitude de paramètres qui font que tu es bien. Il est indispensable aujourd'hui pour les athlètes de haut niveau. Je dirais pas indispensable parce qu'encore une fois, ça dépend comment chacun a envie de le sentir. Mais par contre, je pense que c'est très très important. Ok, et l'exemple type, tu vois, moi, mon coach, je reviens sur lui, sur Maxime, il fait du coaching sportif, il fait du coaching culinaire. Et derrière, en fait, bah, les compétitions sportives ou culinaires en fait, se rejoignent. Donc, en fait, ce qu'on aurait besoin dans le sportif, bah, le culinaire va en avoir besoin tôt ou tard. Comment tu t'es préparé pour cette épreuve ? Tu parlais de coach sportif, coach mental. Donc, tu avais aussi ton coach de cuisine à l'époque ? Ou pas ? Alors, en fait, bah, c'est ce qu'on appelle le coach. C'est le coach. Donc là, c'est Edouard Loubet. Donc là, forcément, en fait, il est là pour te donner son avis. Ok, et tu l'avais déjà à cette époque ? Oui, à la sélection France, dès la sélection France, depuis 2 éditions maintenant, il y a un coach qui est face au box dans le même paramètre que ce que tu as à l'Europe et au monde. Une des questions qui est très concrète et posée sur Internet, c'est est-ce que les notes sont attribuées à l'aveugle ou pas ? Donc, toi, la dégustation se fait à l'aveugle ou pas du tout ? Eh bien, non, pas à ma connaissance, parce que de toute façon, on a un ordre de passage. Donc, vu que tu as un ordre de passage, c'est quand c'est le candidat 1, le candidat 6, ainsi de suite.
Donc en fait, c'est pas à l'aveugle. Par contre, en fait, les chefs sont tellement habitués à faire ces dégustations que c'est comme s'ils goûtent à l'aveugle. Ok. En fait, c'est comme si sur un visage, ils mettaient un numéro. Et qui sont ces chefs qui goûtent? Bien, les chefs là sont sélectionnés par la Team France. Ok. Et c'est des chefs qui sont habitués au concours, c'est des anciens lauréats, c'est des chefs qui sont titrés ou non, pas forcément titrés. Donc c'est des gens qui sont habitués au milieu de la dégustation. Donc toi, t'as dû tomber sur Paul Marcon? Paul, par exemple, a dégusté. Il y avait Romuald Fassenet, le président de la Team France, qui est meilleur rouet de France. Franck Putla, meilleur rouet de France, et Bocuse d'Argent. Voilà, donc il y a quand même, il y avait toute une multitude de chefs. Il y avait une chef pâtissière championne du monde. Voilà, donc il y a quand même beaucoup. T'as un panel hyper varié sur la dégustation. C'était Johanna Le Pape? Oui, exactement. Ouais, j'adore. On a eu, elle est aux États-Unis. On devait la recevoir, mais elle viendra pour le Syrah. On fera ça. Mais j'adore. En plus, on n'a jamais reçu de femme à ce podcast, et elle m'avait déjà parlé de toi. Bah oui, je sais. C'est pour ça, j'essaye. Mais tu sais que nous, au niveau proportion, je crois qu'il y a 80% d'hommes dans la cuisine aujourd'hui. Donc on essaye d'en contacter, mais souvent elles sont sur Paris. À Lyon, t'en aurais une à me proposer, moi je... Eh bien, pas très loin, une ancienne candidate au Bocuse d'Or, je dirais Naïs Pirolet, qui travaille chez Madame Pic à Valence. Ah bah avec grand plaisir. Pour le coup, bien sûr. Ok, je note, pas de souci. Tac, je regarde. L'atmosphère là-bas, quand t'es à l'épreuve, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une atmosphère où si c'est un pour tous, tous pour un, et limite on joue tous pour la France, pour le bien commun, ou est-ce que vraiment c'est compétitif à un point où si quelqu'un rate, tu te dis limite ça me fait une place en plus? Buzz. Non, en fait, je te dirais, tu cherches déjà toi à être performant. Ouais. Et si malheureusement il y en a qui échouent, naturellement, c'est la compète. Tu sais que c'est la compète. Ouais, bien donc sûr. Malheureusement, s'il y en a un qui échoue, ça laisse plus de place aux autres. Hein. Ok. Ça, c'est naturel. Mais sans se faire de crasse ou je ne sais quoi. Surtout pas. Il faut surtout pas. Et puis notre métier avance dans le très bon sens. Il faut surtout pas partir dans ce sens-là. Au moment du résultat, c'est quoi les premières pensées qui te passent par la tête? Est-ce que tu es insatisfait parce que t'as pas encore fini ton objectif final? Ou est-ce que tu te dis, ok, step by step, pardon, c'est déjà... Je viens de faire 2 étapes sur 4, du coup. En fait, je te dirais, c'est un peu un mix de ce que tu as dit. Ok. 2 choses. La première pensée que j'ai eue, c'est pour mes grands-parents. Et mon grand-père qui est parti il y a pas très longtemps. Première pensée pour eux, parce qu'en fait, c'est des gens qui prennent beaucoup de place dans mon cœur et dans ma vie, et en même temps dans ma philosophie culinaire. Et après, la deuxième chose que tu te dis, donc là, je montais les marches pour aller chercher le titre. Là, à ce moment-là, donc tu as le titre en main, on te le redonne, tu es content. Mais déjà, dans ta tête, je peux te dire, je pense que je lève le bras. Quand je le redescends, je me dis déjà, bon, maintenant, il faut se mettre au boulot. Parce que entre la France et l'Europe, il y a combien de temps? 3 semaines. Entre le moment, le 21 octobre, avec l'équipe, on gagne à Paris. Le 15 novembre, il y avait déjà le sujet. Bon Dieu. Ouais, bon Dieu. Donc, t'as pas le temps de profiter presque. Bon, après, je dirais on a une compétition qui est quand même en rapport avec le sport, mais après, le profit, dès le lendemain, tu retournes au travail. Bien sûr. Moi, je dis toujours, la compétition dans notre métier, c'est bon, t'as fait un résultat, mais le lendemain, tu retournes au travail, on est des travailleurs, quoi. Au moment où tu gagnes, tu sens directement des retours concrets, que ce soit en visibilité, en opportunité. Tu sens que la lumière est mise un peu plus sur toi? Après, je te dirais oui, parce que forcément, tu as des mondes de journalistes, toutes ces choses-là. Mais après, comme je dis toujours, on est des cuisiniers, donc il ne faut pas non plus tout mélanger, quoi. Bien sûr. Pour moi, c'est ma façon de voir la chose. Je resterai un cuisinier. Tu restes focus. C'est ça. Toi, ton état d'esprit, c'est un état d'esprit de compétition, toujours qui ne change pas, et très vite, tu le dis, dès que tu décroches la France, tu penses directement à l'Europe. La préparation change par rapport à la France, ou tu gardes à peu près la même prépa? Non, forcément, je te dirais, ta prépa, elle change, même si tu n'as pas envie de la changer. Mais en fait, elle change naturellement parce que le sujet est plus dur. Puis, à la sélection France, tu vas pour espérer être le représentant de la France. Tu espères. Là, tu arrives au monde, tu sais que toi, tu deviens le candidat français. Donc, tu sais que derrière, c'est l'image du candidat français. Donc, forcément, tu cherches à te dépasser. À la sélection France, tu en rêves. À l'Europe, tu représentes. Donc derrière, tu vois, t'as quand même, sur ta façon de travailler,
Je dis pas que tu mets moins d'heures de travail, moins de réflexion aux anciennes sélections. Sauf que là, derrière, tu vas aller chercher quelque chose à performer parce que derrière, tu veux être fier de représenter ton pays, tu veux être fier de représenter ton métier. Puis, quelle plus belle action, quoi. T'as une pression plus importante qui se met sur tes épaules quand tu portes la France, très clairement, avec ton équipe. Aujourd'hui, vous représentez la France. Est-ce que tu te dis, faut pas que je déçoive un pays, au contraire, faut que je le fasse remporter? Est-ce que t'as une pression supplémentaire qui vient s'ajouter? J'aimerais te dire oui, et en plus de ça, double pression quand Paul Marcon, à 29 ans, décroche le Bocuse d'Or. Donc, la dernière sélection, donc en 25, à la finale monde, Paul gagne. Tu sais, quand tu as un pays qui gagne, le prochain candidat, tu es quand même attendu un peu plus au tournant. Bien en mode, sûr. Y en a un qui l'a gagné juste avant. Donc derrière, tu cherches à aller faire un résultat. Et derrière, faut que tu te défendes et faut que tu travailles pour aller chercher un résultat. 2 résultats d'affilée, ce serait incroyable. C'est déjà arrivé? Pas dans l'histoire du Bocuse d'Or. Il n'y a pas eu 2 fois des pays qui ont fait 2 fois Bocuse d'Or, sauf si je me trompe, mais il me semble pas. Ouais, Paul Marcon, avec qui je pense que je peux le dire au pire, je couperai, mais on a planifié un podcast en avril et il m'avait déjà parlé de toi. Dès qu'on parlait, il me disait, mais surtout le prochain à recevoir avant moi, même, ce serait Maxence. Et lui aussi qui a un vrai état d'esprit de compétition. Tu le décrirais comment ton état d'esprit, toi? Pour les gens, tu sais, c'est très subjectif puisque c'est pas encore très instauré chez un cuisinier. On pense beaucoup aux athlètes, aux artistes ailleurs. Quand un cuisinier fait beaucoup d'heures, on va dire, punaise, t'es un peu en train de perdre ton temps, presque. Toi, tu décris comment ton état d'esprit de compétiteur? Moi, mon état d'esprit de compétiteur, je suis quelqu'un qui aime bosser. Donc, je dis pas que j'aime bosser dans le vent, j'aime bosser pour m'investir dans un projet. Ok. Tu vois, gamin, je donne cet exemple. Je travaille à la fromagerie Grosso à Toulon. Mm-hmm. Et à ce moment-là, en fait, même si c'est du travail pour te faire 2 sous quand tu es étudiant, j'essaye de faire les choses bien. Et en fait, j'aime le travail, mais j'aime le travail bien fait. J'aime le travail abouti. Parce que je trouve qu'il y a une question de respect vis-à-vis de soi et surtout vis-à-vis de la personne que tu as en face. Ton client, il doit pas payer les pots cassés parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en forme ou ainsi de suite. Pour moi, tu dois rendre la copie perfection à ton client. Ça résonne quand tu le dis puisque dans les coulisses de ce podcast, on a essayé de le placer au meilleur moment pour bien le tourner, avoir le temps, bien préparé, etc. Tu te dis perfectionniste? Oui, pour le coup, je suis perfectionniste et je pense que je pourrais même jusqu'à dire aboutiste. Ok. J'aime aller au bout du bout, le petit détail. En fait, j'aime les choses qui soient bien faites. Comme tu dis pour le podcast, on devait le tourner à une date, je sortais d'un blanc. Et en fait, je voulais pas arriver comme un cheveu sur la soupe en last minute. Bien sûr. Donc pour moi, c'est important, tout ce que tu fais, de le faire bien, correctement et essayer de performer. C'est quoi un blanc? Tu parles de blanc. Tu m'en as parlé plusieurs fois. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi? Un blanc, tu répètes la même partition que tu vas faire le jour J. En temps, en heure, avec tes produits, avec tes pesées. En fait, si tu fais le sujet qui t'est demandé par l'organisation, tu répètes la même chose que le jour J. C'est-à-dire que tu t'entraînes 1 fois, 2 fois, 3 fois, X fois pour atteindre un point de perfection que toi, tu penses optimal. Parce qu'encore une fois, le juge, c'est toi-même. C'est les chefs qui viennent goûter. C'est l'ensemble de l'équipe. Donc derrière, tu essaies de te rendre le plus optimal possible. Donc tu refais vraiment la même épreuve? Tu revis la même épreuve, le même temps. Par exemple, l'épreuve, nous sur notre épreuve, le matin, on a 1 heure de préparation, 1 heure de pesée, 5h30 d'épreuve. Ça veut dire que déjà, on se met 7h30 le même paramètre que le jour J. Et après, il y a le nettoyage, rangement, refaire les pesées, remonter le box. À l'heure d'aujourd'hui, je fais 3 blancs par semaine. Donc, lundi, mercredi, vendredi. Le lundi, on fait le blanc, donc on monte le box le samedi. Okay. Le mardi, on monte le box du mercredi. Le jeudi, le box du vendredi. Donc en fait, je mets beaucoup d'intérêt sur la répétition pour avoir le geste le plus fluide possible. Donc, tu penses que tu l'as fait combien de fois, cette épreuve, déjà en blanc? Au France, là, pour la sélection France, j'ai fait 17 fois. Ok. Et là, j'en suis à 15. C'est énorme. Ça veut dire que tu as fait 15 fois, 15 fois la même épreuve que le jour J, sachant que avant ton blanc, tu as mis tes recettes au point.
Donc ça veut dire que tu t'es entraîné à mettre des recettes au point, que tu as pensé à optimal, même si tes recettes changent un peu avec les blancs, mais c'est anecdotique, c'est des petits détails qui viennent apporter ça, tu vois. Mais par contre, ouais, je suis quelqu'un qui est très besogneux à la tâche. Tu te disais perfectionniste, aboutisse même. Comment ça se traduit en cuisine? Bah tu sais, c'est le détail. Je te dirais qu'un cuisinier, ça a toujours une veste blanche. Et en fait, ne pas avoir de tâches, travailler propre, travailler avec rigueur, avoir tes couteaux qui soient aiguisés, que tu aies derrière, tu vois, ta tenue, ton hygiène corporelle, tu vois, arriver rasé. Bon, je me rase les cheveux, donc ça va. Mais voilà, pour moi, c'est des détails. Mais je trouve que c'est une multitude de détails qui feront ou pas, parce qu'encore une fois, ça dépend du jugement de chacun, la différence. Et on sent que tu es galvanisé par ça. C'est incroyable de sentir autant de passion dans ta parole. Tu t'es senti progresser au cours de cette préparation? Vraiment, tu t'es dit, mais je suis plus le même qu'il y a 2 mois, par exemple? Complètement, tu sais, quasiment tous les jours, tu prends en photo tes productions. Ok. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai regardé la première production que j'ai fait et la photo shootée par le photographe pour envoyer le dossier. Et là, tu te dis, ah ouais, on a parcouru un monde, là. T'es limite un peu honteux. On va honteux. marcher sur l'eau. Ah ouais? Ouais, en fait, à force de travail, de conseils, d'accompagnement, tu pars sur une idée, après tu rebondis sur une autre, et en fait, t'as des conseils, t'as des gens de la Team France qui vont te dire, mais attends, essaye ça, donc tu essayes, après tu te dis, ah bah non, peut-être pas ça, mais ça. Et en fait, ça fait un peu du ricochet, tu sais, ça fait un peu la pierre qui reprend, qui rebondit, jusqu'au moment où tu arrives à l'éclat final. Aujourd'hui, tu te sens comment pour donc dans 5 jours? Tu te sens prêt? Bah, je te dirais, le principal, c'est comme un marathon. C'est d'être prêt le jour J. Ok. Et pas d'être prêt 5 jours avant. Ok. Le but, c'est là qu'on arrive près le jour J. Demain, on va encore faire un blanc. Jeudi, on va monter le box. Vendredi, l'équipe va charger le camion pour arriver optimal, chercher les petits détails. Samedi matin, on a de la chance. Encore une fois, on a une grande équipe derrière qui va préparer les petites pesées, les produits qu'il faut, les petites herbes, tout ce qu'il faut optimal. Nous, on va arriver, coach, commis, candidat et équipe derrière de la Team France. On va arriver vendredi à Marseille. Tu sais, ça fait un peu les joueurs de foot ou de rugby. Tu sais, ils arrivent la veille, tranquille, tu arrives à ton hôtel, tu fais tes repérages, ainsi de suite. Bah là, c'est un peu pareil. C'est vrai. Et le but, c'est de se sentir optimal et au point. Ok, je vois. Cette préparation est folle, et toi, tu vas chercher les détails parce que tu arrives à un niveau de compétition qui, c'est l'élite. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des gens qui essaieraient d'être toujours meilleurs aujourd'hui en cuisine ou ailleurs, hein? J'imagine que ton sujet de prédilection, ce sera vraiment la cuisine essentiellement. On en a beaucoup qui nous suivent. Ils nous demandent des conseils en DM à moi, alors que je ne suis pas très bien placé. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui est amateur, commis en cuisine, pour qu'il devienne meilleur de jour en jour? Tu as des tips? Bah, en vrai, je te dirais un seul tips. Être capable d'accepter un peu, tu sais, pas la réprimande, mais d'accepter la correction. On te dit, tu sais, quand tu commences le métier, tu as ton chef de partie, ton second, ah ça c'est pas bien et tout. En fait, d'accepter et se dire que demain, ou dans 1 minute, dans 10 minutes, dans 2 heures, ton geste, ce qu'on t'a dit qu'il fallait performer plus, l'accepter et le mettre en évidence de suite. Et je pense qu'en fait, derrière, il faut écouter, parce qu'on a un métier de passion et un métier de passation. Ça veut dire, on a un métier qui est très hiérarchisé, comme les militaires, oui. Pareil. T'as une brigade, c'est tout pareil. Donc derrière, en fait, c'est écouter ce qu'on te dit pour demain, dans ta tête, que tu aies envie de prendre leur place et que demain, tu arrives à leur place. Donc si eux, les conseils qu'ils te donnent, eux, les ont forcément vécus. Donc derrière, c'est se remettre en question face à soi-même. Comme j'aime toujours dire, entre les 2 oreilles et un cerveau. Donc, prendre l'information, l'enregistrer, l'analyser et pas être de mauvaise foi face à soi-même en se disant « Bon, non, je limite la chose. » Non, tu te remets en question toi-même sur ton travail. Si on te dit ça, c'est pas forcément pour rien. C'est quoi le piège? Donc, ce serait de la mauvaise foi, de l'ego, quand on nous dit quelque chose et qu'on veut pas écouter. C'est cet ego, cette mauvaise foi qu'il faut venir casser un peu? Non, je te dirais, je pense que quand on est jeune, au début, tu sais, t'as l'impression que t'as tout fait, t'as tout vu et que tu sais un peu tout. Tu l'avais, toi? Pas forcément, parce que tu sais, moi, j'ai fait que de l'étoilé Michelin et je suis allé chercher des choses qui sont très importantes pour moi dans chaque maison. Quand j'ai commencé ma première maison après l'école,
J'ai fait Gérald Paseda au Petit Nice, 3 étoiles Michelin. Quand je fais Gérald Paseda, je me dis, ok, je vais aller chez le maître du poisson. Après ça, je pars à Collonges au Mont d'Or, chez Monsieur Paul. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher le classicisme, la perfection, le geste détaillé. Après ça, je pars à Londres pour Eric Fréchon, qui a 3 étoiles au guide Michelin au Bristol. Là, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher la cuisine de Palace. Après ça, j'ai la chance, je retourne chez Gérald Paseda une deuxième fois. Après, j'arrive à l'hôtel de Crayon. Qu'est-ce que je vais chercher à l'hôtel de Crayon? Réouverture après 4 ans de travaux. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de process à mettre en place avec le chef. Donc, beaucoup de choses à mettre en place. Après ça, je pars chez Marc Vera, 3 étoiles au guide Michelin aussi. Et là, quand j'arrive chez Marc Vera, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher l'univers fou de la cueillette sauvage. Je vais chercher la mise en scène, où pour moi, c'est un dieu vivant. La mise en scène et qui sait mettre et accompagner un client avec un état d'esprit, le jeu entre la cuisine et la salle, des dressages dans des supports que tu n'aurais pas forcément pensé. Donc j'ai vraiment cherché à faire tout ce chemin-là pour vraiment arriver à ça. Tu penses que la cuisine de Marc Vera et la maison qu'il a construite, c'est celle qui t'a le plus touché? Je dirais que c'est la maison où derrière, pour moi, Marc Vera fait partie des très grands de la cuisine française. Mais quelqu'un où j'ai eu et où j'ai des rapports différents parce qu'on a travaillé très longtemps ensemble et qu'on continue à avoir un lien qui est complètement différent. Et je pense que tu sais, dans la vie, des fois, tu as des rencontres qui font que c'est un peu un coup de foot professionnel. Par exemple, pour moi, c'est Marc Vera. J'ai un lien avec lui qui pour moi c'est un peu comme si limite il ferait partie de ma famille quoi. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. T'as une alchimie comme ça avec d'autres. Nous souvent on nous parle de chef second, chef sommelier, chef de salle ou chef dirigeant, tu sais. Toi il y a un poste où tu penses que pour un chef c'est indispensable qu'il ait une alchimie particulière ou c'est toute la brigade? Pour moi je pense que déjà quand tu es chef, il faut que tu aies une alchimie première avec ton équipe. Ok. Pourquoi? Parce que ton équipe, c'est celle qui va se lever le matin pour travailler, pour venir avec toi et pour croire en ton projet. Tu fais rien tout seul. La deuxième alchimie qu'il faut que tu aies, et à part égale, c'est avec ta direction. D'accord. Parce que ta direction, c'est eux qui vont te remettre les clés du camion. Toi, tu as le camion, tu n'as pas les clés, et ton staff, c'est le carburant. Donc en fait, derrière, il te faut quoi? C'est vrai. Toi, tu as le camion, tu as le staff qui essaie de se performer chaque jour pour toi. Et derrière, tu as ta direction qui va te donner les clés du camion pour le démarrer. Donc en fait, je pense que c'est une alchimie à part égale de respecter son staff, se donner pour eux, comme eux se donnent pour toi, respecter ta direction et se donner pour ta direction. Et après aussi, quand tu es chef, c'est écouter ce que ta direction veut, parce que forcément, eux sont décisionnaires, même si toi tu l'es à ta hauteur. Mais où derrière, je pense que c'est très important, c'est d'écouter les demandes, parce qu'en fait, sinon, si tu n'as pas envie de les écouter, tu ouvres ton affaire, quoi. Ouais, et là, tu fais ce que tu veux. C'est pas faux. C'est une très bonne métaphore. J'avais jamais vu ça sous cet angle et je trouve ça très vrai. Si on revient un peu sur le Bocuse d'Or Europe, si le 15, donc dans 5 jours, tu gagnes, ça sera quoi tes premières pensées si tu es qualifié sur ces 20 pays? Si tu fais partie des 10 qualifiés, déjà il y a un classement ou pas? Oui, il y a un classement. La première, la 20e place. Écoute, si l'équipe on performe et qu'on va chercher le résultat, je te dirais, ça sera profiter du moment en équipe, remercier tout le monde sans essayer d'en oublier. Et quand je dis l'équipe, c'est au plan très large. Ça peut être un prestataire qui t'a fait ton plateau, ça peut être un artisan qui t'a fait ta vaisselle, ça peut être un producteur qui t'a fait poncer la bonne pousse, la bonne herbe, le bon légume au bon moment pour qu'il soit optimal. Donc en fait, c'est vraiment un plan très large, c'est une équipe au sens très large, donc faire les remerciements, profiter de l'instant présent. Et je pense déjà après à se paramétrer, à réfléchir et à travailler pour le monde. Parce que c'est dans 8 mois, un peu plus, ouais c'est ça à peu près. Ça se passe quand? Janvier 2027, c'est à la date? Fin janvier 27. Okay. Fin janvier 27 pendant le CIRA à Lyon. À Lyon, ouais. Ok. Énorme. J'y serais peut-être, là on est en train de voir si on peut pas faire un stand de podcast pour avoir des invités, tu sais, sur le pouce, comme ça. Donc c'est ouvert au public? Oui, c'est sur invitation, mais c'est quand même pas mal assez ouvert. Ok, et l'Europe, comment on pourrait suivre ça en live? Comment ça se passe? Alors, plusieurs possibilités. Soit en live sur les réseaux, il y a une chaîne YouTube. Ok. Ou soit après directement venir à Marseille au Parc Chano. En plus, être de supporters, au mieux ça sera. Il y a vraiment des supporters, j'avais vu en tribune, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, qui scandent les noms, qui chantent la Marseillaise, c'est fou. Et à vivre, c'est énorme. J'essaierai de mettre des images, mais pour le coup, j'étais agréablement surpris parce que tu sais, c'est un peu moins épique qu'un match de foot où tout le monde sait que quand il y a un but, on doit célébrer. Ouais. Là, à part la récompense à la fin, les noms,
on se dit, il va pas avoir grand monde qui va pousser la voie, on va dire. Et au contraire, j'ai été agréablement surpris. Les Asiatiques sont à fond dedans, hein, d'ailleurs aussi. Ouais, après, je te dirais tous les pays derrière. Hein. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que toi, ce que tu mets en temps de travail les jours de la compétition, eux, ils se donnent autant pendant 5h30 ou pendant 6 heures en fonction de la durée de l'épreuve. Et ils mettent autant de temps et de rythme. Je pense que si on ferait un calcul de fatigue à la fin de la journée, je pense qu'il y a moyen qu'ils soient autant fatigués que nous. Ouais, j'imagine. Il y a des récompenses au Bocuse d'Or. Par exemple, est-ce que on va te dire, ah bah tiens, t'as accès à tel chef pour t'accompagner. Est-ce que ça te met plus en lumière pour te donner plus d'armes pour le monde à la fin? Ou comment ça se profile? Qu'est-ce que t'as à gagner les Bocuse d'Or, si ce n'est avoir accès au monde? Bien, déjà au Bocuse d'Or, donc t'as le titre. Ok. Donc à la section France, t'as le Bocuse d'Or France, à l'Europe, Bocuse d'Or Europe, et au monde, le grand Bocuse d'Or qu'on connaît tous, la statue de Monsieur Paul. Et t'as ça, et après t'as une somme d'argent qui est en face. Donc ça c'est les gains par l'organisation. Et après c'est surtout que derrière, vu que t'as de la visibilité de plus en plus, t'as beaucoup de chefs qui veulent venir au projet, même si t'en as déjà énormément. Et après, naturellement, en fait, ça fait un effet boule de neige. Ouais, j'imagine que ça met le projecteur sur toi, donc ça t'ouvre plus d'opportunités. Donc, ouais, ça fait boule de neige quand même. Ok. Aujourd'hui, tu penses que juste avoir gagné la France, et on l'espère aussi dans 5 jours l'Europe, tu penses que ça va déjà t'ouvrir des portes et ça va déjà un peu plus marquer ton nom dans la cuisine française? Je te dirais que quand tu fais les concours, pour ma part, c'est pas espérer faire un nom, c'est espérer faire un résultat avant tout. Ok. Et espérer monter la France sur la plus haute marche. Ça, c'est vraiment un objectif. Toi, aujourd'hui, une de tes motivations premières, à part la personnelle, c'est celle de ton équipe, mais aussi celle de faire rayonner la nation. Ouais, exactement. Quand tu as de la chance d'être le candidat français, tu sais, quand tu vois les athlètes aux Jeux Olympiques, le but, c'est de faire sonner la Marseillaise. Hein. Quand tu as la Marseillaise qui résonne, là, tu te dis, bon, ok. C'est vrai. On est dans le vrai. C'est vrai. Pour le Bocuse d'Or Europe, donc tu disais que c'était un classement. T'as un objectif ou objectif être dans les 10 premiers? Non, je vais rien cacher. Hein. Quand t'es un compétiteur, tu cherches la gagne. Hein. Ouais, bien sûr. T'imagines, chez toi ou dans ton bureau, t'as le Bocuse d'Or France, l'Europe et le monde, je veux dire. C'est un objectif, tu sais. Dans la vie, tu cherches toujours la plus haute marche. Hein. Moi, comme je dis toujours, vaut mieux avoir la tête, viser la lune pour avoir la tête dans les étoiles. Hein. Bien sûr. Ouais, c'est un peu pareil. Bien sûr. Donc tu vises plus haut que la première place pour avoir la première. Ouais. Ce serait l'idéal en tout cas. Ça. C'est ce qu'on te souhaite. Il y a des gens qui ont... souvent les gagnants du monde ont gagné l'Europe avant, ont été en première place ou... Ça dépend, il y a un peu tout qui est fait. T'as des gens qui ont fait la sélection du pays, donc ils ont été premiers. Après, ils font pas forcément un podium à l'Europe et ils gagnent au monde. En fait, tout est possible. Tu sais, encore une fois, c'est un peu le sujet. Le sujet, tu le sens bien, il t'apprécie, tu l'apprécies, ça t'anime, ça te donne envie. Peut-être, encore une fois, c'est le bon sujet que tu as le plus à peut-être apprécier, comment tu te sens le jour J. En fait, il y a tellement de paramètres qui font que derrière, tu peux pas le prévoir à l'avance. Ouais, j'imagine. Si on va un peu plus sur l'aspect compétitif, je sais pas si c'est une bonne question à poser à quelqu'un qui va bientôt avoir une épreuve majeure dans sa vie, mais je voulais voir avec toi, en cas de victoire, qu'est-ce qui te passerait par la tête? Imaginons que tu gagnes le monde, tu te dis, c'est quoi la suite? Et imaginons qu'on ne sait pas pourquoi, en cas de non-victoire, pareil, ce serait quoi la suite? Comment tu pivoterais? Écoute, pour rien te cacher, d'habitude, je suis quelqu'un qui aime voir un peu au long terme. Ok. Et là, je vis plutôt à l'inverse, au court terme, échéance par échéance. Donc déjà, là, la concentration, c'est l'Europe. La deuxième concentration, ça sera le monde. Et après le monde, ça sera de voir ce que je fais. Ok. Vraiment, j'ai vraiment sectorisé étape par étape pour vraiment être optimal et faire un travail assidu et régulier pour chaque étape. Je vais te donner des titres, des compétitions, et tu vas me dire ce que tu en penses à chaud comme ça. Toi, tu dois avoir un sacré rapport à ça. Les étoilés Michelin, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Les étoiles, tu sais, gamin, moi, ce qui m'a toujours fait rêver, qui me fait toujours rêver, les concours, les étoiles Michelin. Je te dirais que les étoiles Michelin, qu'est-ce que ça me fait penser quand tu me dis juste étoile Michelin? Je te dirais déjà esprit d'équipe, parce que c'est une équipe qui va chercher un résultat.
Donc derrière, c'est le travail d'une brigade avec un chef. Tu sais, ça fait un peu le chef d'orchestre à Mhm. l'opéra. T'as le chef d'orchestre, après t'as les musiciens. Là, c'est exactement pareil. Le MOF, Le MOF, pour moi, c'est la consécration. T'imagines, tous les jours, tu mets ta veste à l'école de ton pays. Pour l'anecdote, j'étais inscrit aux 2 et je me suis dit plutôt que je vais faire le Bocuse d'Or à fond et après je vais faire le MOF à fond. ah donc ça pourrait être une suite. Bah, je m'étais inscrit aux 2 parce que je me sens prêt. Mais tu vois, après, comme je veux pas rendre une mauvaise copie dans un ou dans l'autre, j'ai préféré me retirer du MOF parce que les sélections, en plus, ça interviennent 2 jours après la finale européenne. Mon Dieu. Au début, j'étais vachement chaud à me dire, ok, j'y vais. Et après, je me suis dit, en fait, fais les choses bien et j'ai pas envie de rendre une mauvaise copie. Donc, je veux pas rendre une mauvaise copie ni dans un ni dans l'autre. Donc, vu que je suis déjà engagé dans la France et que les sélections n'ont pas encore commencé au meilleur Way de France, bien, en fait, derrière, on va faire étape par étape et les faire le plus parfaitement possible que je vais essayer de faire. Ça aurait été par contre possible de le faire. Peut-être pas optimal, mais possible. Oui, bien sûr, ça aurait été possible. D'y participer. Exactement, ouais. Ok, je savais pas du tout. Pour moi, t'étais fermé à toute autre compétition. D'ailleurs, il y avait passé un moment un mythe. Ouais. Si tu étais MOF, tu pouvais pas faire le Bocuse d'Or ou tu C'est pouvais ça. pas faire d'autres compétitions. On est d'accord que ce mythe aujourd'hui est totalement aboli. Bah, je pense pas que... Enfin, après, c'est aboli. Après, encore une fois, ça dépend comment tu as envie de te remettre en question toi-même. On prend l'exemple de Davy. Davy, il est meilleur Way de France. Et grand respect, parce que, je veux dire, t'es meilleur Way de France, t'as atteint le Saint Graal. Et se remettre en... Il est meilleur Way de France 2004, tu vois, 17 ans plus tard, se remettre dans la compétition. Enfin, faut avoir de la niaque et de la détermination, et c'est énorme. Et d'ailleurs, souvent on dit que c'est un peu aboli parce que le meilleur ouvrier de France, enfin, la compétition n'a pas forcément grand-chose à y gagner. S'il n'arrive pas à faire un résultat, bon, ça fait peut-être mauvaise presse pour le meilleur ouvrier de France, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Et ça s'est réitéré avec Paul Marcon, qui lui avait vraiment, quand on en a parlé, rien à gagner, quoi. Enfin, concrètement, s'il gagne, c'est magnifique, on va dire waouh, la famille Marcon. Mais si, surtout en France, où la défaite est un peu mal vue, pas comme un apprentissage, on se dit, mais est-ce que tu n'avais pas peur de la défaite ? Est-ce que toi, c'est quoi ton rapport avec ça ? Est-ce que tu te dis pas, mais punaise, j'ai quand même beaucoup à y perdre ou pas du tout ? Bah, je te dirais qu'en fait, dans cette compétition, t'as pas à perdre. Parce que derrière, en fait, tu remportes une sélection. Et après, à l'Europe et au monde, en fait, tu fais un classement. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais te donner un exemple, tu finis 5e, 6e, 8e, 9e, ou même peut-être que tu classes pas ton pays, mais en fait, tu as donné le meilleur de toi. Et c'est pas peut-être parce que toi, tu étais moins bon, peut-être parce que les autres ont été super bons. Et encore une fois, ça dépend le jour J. Et je pense que derrière, en fait, faut pas se dire qu'il y a eu un meilleur et un moins bon. En fait, tout le monde est très bon. Personne n'arrive là par la grâce du Saint-Esprit, tu vois. Tout le monde arrive là, tout le monde a bossé corps et âme, tout le monde a mis du temps personnel, du temps professionnel en stand-by, juste pour se donner à fond. Bien sûr. Donc derrière, c'est très très important tu vois, quand même de se dire qu'en fait, il n'y a pas de mauvais cuisinier ou de mauvaise cuisinière qui... Enfin, tous ceux qui arrivent là, même à la section France, même, on va dire, le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e ou quoi de la sélection France, en fait, tout le monde est performant parce que déjà... Et comme j'aime dire, et même celui qui en fait pas, il est tout aussi performant parce que il est sûrement meilleur que moi sur un autre point, sûrement meilleur que moi sur d'autres points, et je suis sûrement meilleur que lui sur d'autres points. Bien sûr. C'est juste que ça dépend, tu sais, ça fait un peu le jeu pour enfants où tu mets le cube dans le cube, le rond dans le rond, le crayon dans le crayon. Bah, c'est un peu pareil. Ouais. Ça dépend comment toi tu l'interprètes et comment tu l'imagines. Mais je pense que derrière, en fait, tout le monde est bon. Ouais. C'est déjà après, l'excellence, quoi. Oui, c'est l'excellence. Et puis moi, tu vois, qui croit fort en l'humain, c'est des valeurs qui sont importantes. C'est que ça veut dire, si toi, tu fais pas, on va dire, un résultat que tu rêves toi-même aujourd'hui, bah faut se dire que demain, tu seras sûrement meilleur. Mais c'est surtout que ça t'aura servi de leçon. Et j'ai toujours, c'est sur des choses où tu as été moins performant que tu crées et tu grandis ton avenir. Je t'ai posé la question pour les étoiles Michelin, je t'ai posé la question pour le MOF. Je suis obligé, hein, avec la veste que tu as, de te poser la question. Toi, ça t'évoque quoi aujourd'hui, le Bocuse d'Or ? Bah pour moi, le Bocuse d'Or, plusieurs choses. Premièrement, tu représentes ton pays. Deuxièmement, c'est un honneur. Troisièmement, c'est un rêve de gosse. Je veux dire, quand tu vois les chefs qu'on a de la chance que la Team France fait venir et qu'on fait venir juste aux dégustations, mais t'as Ronaldo, t'as Zidane, t'as Barthez, t'as Lizarazu, enfin t'as Johnny Wilkinson, enfin t'as que des numéros 10 quoi. Ouais, enfin ils sont tous là.
ils sont tous... Enfin, c'est des gens où juste de les voir, t'es déjà ébahi, quoi. Et tu te dis, toi, t'arrives avec tes petits chaussons, tu leur fais juste goûter ton plat. Enfin, je veux dire, l'expérience, elle est incroyable. C'est qui les plus grands chefs qui ont goûté tes plats, qui ont partagé un temps avec toi pour essayer de t'entraîner? Bah, je te dirais, il y en a plein, il y a eu plein de J'imagine. chefs qui sont venus. Quelqu'un qui, pour moi, c'est un dieu vivant, quelqu'un que j'aime et que j'apprécie vraiment, déjà par son travail et par l'homme qu'il est, c'est Michel Roth. Michel Roth, meilleur roi de France, Bocuse d'Or, ancien chef du Ritz, chef exécutif du président Wilson à Genève. Enfin, je veux dire, quand tu le ramènes à la gare vendredi dernier, tu conduis ta voiture dans ta tête, tu dis ok, j'ai Zidane à côté de moi, quoi. Donc c'est quand même exceptionnel. On salue d'ailleurs tous ceux qui t'ont prêté un peu de temps pour pouvoir t'entraîner. Et là, tu as cité celui qui te passait par la tête à chaud, mais j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres. Ouais, énormément. La liste serait longue. Ouais, le podcast, Ouais. on a une durée. Je voulais voir avec toi quelque chose à propos de la compétition, justement. Tu as d'autres compétitions, tu as d'autres domaines où tu es compétitif, où tu as consacré ta vie à la cuisine? Alors, je te dirais, je me consacre à la cuisine, mais à la cuisine au sens large. Ok. Ça veut dire que j'adore lire, donc chez moi, j'ai à peu près énormément de livres. Ok. J'adore lire. Et en fait, c'est tout ce qui touche en fait de près ou de loin à la cuisine. J'adore le voyage. Quand je voyage, quand je t'explique mon voyage, c'est quoi? C'est je prends un billet d'avion pour aller à une destination, pour aller goûter un produit, pour aller goûter un restaurant, pour aller découvrir quelque chose. En fait, pour moi, ma vie est consacrée autour de la nourriture, quoi. Enfin, j'adore ça. Donc, c'est des livres de cuisine? C'est des livres de cuisine, c'est des livres aussi, des autobiographies de chefs. Là, tu vois, je suis en train de lire un livre d'un chef que j'apprécie énormément, qui est Pierre Hermé, de sa biographie. Voilà, c'est des choses où, en fait, je baigne dedans et j'adore ça. Si t'avais pas fait, si t'étais pas dans la cuisine, si on t'interdisait, t'aurais fait quoi? 2 métiers auraient été possibles. Le premier, ça aurait été journaliste. Ah ouais. Ouais, T'aurais été de mon côté. Journaliste culinaire. Incroyable. Donc, de Incroyable. près, pareil. Journaliste. Et sinon, photographe. Photographe? Ouais, j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Bah, j'aime en fait capter l'instant présent. Si tu regardes bien, journaliste, tu captes un moment de vie. La cuisine, tu captes un moment de vie. C'est vrai. La photographie, tu captes un moment présent que tu enregistres pour l'éternité. Bah, c'est un peu pareil avec la cuisine. En fait, c'est des émotions, mais apportées différemment. Ok, je vois. Bon, bah, dans une autre vie, on le sait, ou je ne sais. Tu penses qu'il y aurait une fin à la cuisine dans ta vie? Ou c'est ad vitam aeternam, ça t'a touché, t'es piqué et c'est trop tard? Bon, je pense que je suis tombé dans la marmite. Ouais, Petit, hein. c'est trop tard. Obélix est tombé dans la marmite, bah, je crois aussi. Hein. J'imagine. Pourtant, on met souvent en avant que c'est un métier qui est dur quand même, surtout à ce niveau d'excellence. C'est un poids pour toi, ce niveau-là d'exigence? Encore une fois, pour moi, c'est pas un poids parce que c'est un choix. Ça dépend du choix que tu as envie de mettre. Tu sais, on peut partir faire du vélo. Toi, tu prends 1200 mètres de dénivelé positif. Tu vas dire c'est dur. J'en sais rien. Tu vas le faire avec un sportif. Il va te dire ça va. Ouais. Tu vois, encore une fois, le degré de dureté dépend de chacun. Et toi, tu t'es senti te renforcer grâce au Bocuse d'Or? Oui, et puis mon expérience d'avant, mon expérience pendant et mon expérience d'après. Pour moi, je pense que le Bocuse d'Or fait partie intégrante d'une carrière. Quand tu as la chance de le vivre ou pas, parce que tu n'es pas forcément... Pas parce que tu le fais pas, encore une fois, que tu es un mauvais cuisinier ou quoi, mais je pense que derrière, ça te transcende. Parce qu'en fait, tu mets ton cerveau en ébullition chaque jour pour aller chercher un résultat. Bocuse d'Or, quel meilleur nom pour remporter un trophée? Je trouve ça exceptionnel. Justement, Monsieur Paul, c'est peut-être la personne qui a laissé le plus gros impact de lui, je pense, après qu'il nous ait quittés. Toi, si dans 100 ans on devait raconter ton histoire, t'aimerais qu'on se rappelle de toi comment? Bah alors là, je te cache pas que j'ai jamais pensé. Écoute, j'ai pas les prétentions de penser à ça. Ok, pour l'instant tu vis l'instant T. Ouais. Ça, je pense que déjà faire son travail au quotidien, je pense que ça, c'est déjà bien. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Dans notre audience, on a les statistiques sur YouTube, il y a beaucoup de 15-25. Énormément de gens qui sont commis, j'aime bien être un peu curieux et regarder le profil des personnes qui like, qui s'abonnent. Il y a beaucoup de commis qui commencent et qui viennent en disant, bah voilà, moi en ce moment je suis à l'Institut Life, par exemple, où tu t'entraînes d'ailleurs. En ce moment, je viens de me lancer dans une école parce que je sais pas trop quoi faire, qui sont un peu perdus. T'as été dans une période comme ça, toi, à un moment? Bah, je te dirais, c'est une chance parce que j'ai toujours su que je voulais être cuisinier. Ok. Mais par contre, tu vois, le parallèle que je ferais, c'est de dire que
Tu vois, quand t'as des gens, des fois, tu vois, moi qui ai bossé en centre de formation, des fois, t'as des gens, ils sont là, ils ont une envie, tu sais, mais ils ont une toute petite, tu sais, un peu comme une bougie, il y a une toute petite flamme en eux qui leur donne envie d'aller, tu vois, ils la voient un peu loin. Et je pense surtout qu'il faut se dire que dans notre métier, en fait, il faut y aller avec détermination. C'est-à-dire que même si tu as une petite flamme, il faut que naturellement, de jour en jour, tu te la fasses grandir, tu fasses à toi-même. Et je pense que ça passe par ton travail. J'en sais rien. Demain, tu épluches une carotte, il faut que tu sois capable de te dire, ok, face à toi-même, ok, là, j'ai bien épluché une carotte. Demain, je fais ça, ok, c'est bien. Et je pense qu'il faut s'auto-féliciter pour demain aller de l'avant, performer. J'ai envie de dire à ces jeunes-là, j'ai 32 ans, j'ai la chance de vivre ce moment qui est juste un moment qui est exceptionnel. Et si demain tu me dirais qu'est-ce que tu referais à leur âge pour arriver maintenant, en 17 ans, je te dirais j'en ferais la même chose. Ok. Celui qui te dira qu'il a réussi, qu'il n'y a pas eu de moment difficile, à mon point de vue, encore une fois, c'est pas possible. Que du bon, c'est pas possible. En fait, tu vas avoir des journées qui vont être très dures, des journées qui vont être super. Tu sais, comme j'aime dire, une carrière professionnelle, c'est un peu un long tunnel. T'as une lumière qui est au loin. Tu sais, comme quand tu prends des longs tunnels, t'as une lumière qui est au loin. Des fois, tu la vois un peu mieux, des fois un peu moins bien. Des fois, tu prends un tunnel, tu vois même pas la fin du tunnel et d'un coup, t'as la lumière. Je trouve que c'est un peu une carrière professionnelle, quoi. Okay. C'est que ça peut être long, ça peut être éclatant, ça peut être dur. Mais par contre, faut vivre le moment présent, quoi. Il faut avancer. Et pour toi, la motivation, c'est la récompense d'un travail bien fait. Oui, pour moi, la motivation, c'est surtout ce que tu as envie de faire. Moi, comme j'aime dire, demain, tu mets n'importe qui en face de moi, je te dirais, tu as envie de faire du ménage, sois homme ou femme de ménage. Tu as envie d'être électricien, sois électricien. Tu as envie d'être plombier, sois plombier. Tant que le matin, quand ton réveil il sonne, tu n'as pas juste envie de le débrancher, de le jeter par la fenêtre, et tu as juste envie, derrière, de te faire plaisir chaque jour. Si tu as la chance de vivre ça, c'est exceptionnel. Tellement Je veux dire, et si on prend un cuisinier, on revient à notre métier. Mais si tu en as un qui veut faire du traditionnel, là, du familial, et peut-être que demain, tu en as un où sa mère, sa grand-mère, n'importe qui lui fait les meilleurs croque-monsieur et le gars, il va ouvrir, j'en sais rien, une chaîne de croque-monsieur, tant qu'il est heureux et tant qu'il est épanoui, c'est génial. C'est superbe. Toi, tu penses que c'est cet épanouissement qui te permet à toi de t'entraîner tous les jours et de te réveiller heureux sans jeter le réveil par terre? Ouais, complètement. Les entraînements, le métier fait qu'en fait, le matin, en fait, quand tu vas travailler, t'es tellement heureux, quoi. Je veux dire, en fait, c'est peut-être pas le bon mot, mais je te dirais, j'ai pas l'impression de travailler chaque jour. Ouais. Quand je dis pas l'impression de travailler, c'est pas que je fais rien, mais je suis tellement épanoui dans ce que je fais, je suis tellement heureux que en fait, je suis épanoui, quoi. Ouais, ça se ressent. Ouais, clairement, pour moi, c'est... Et je suis content d'être cuisinier. Tu parlais d'échecs, comme quoi il y a des journées qui sont plus dures que les autres. Toi, tu as eu des passages compliqués, des anecdotes à raconter à l'audience ou... Oui, bien sûr. T'as des journées, t'as des passages à vide. Faut pas croire. Je veux dire, on n'en arrive pas là, peu importe chacun à son niveau, sans avoir eu des journées difficiles, c'est pas possible. Moi, je te donnerai une anecdote. Je dirais que même toutes les maisons ne sont pas faites pour tout le monde. Moi, ça m'est arrivé de travailler dans des maisons où, en fait, tu t'aimes pas, toi, face à toi-même. Ça veut dire que tu vas pas te sentir épanoui. Pas parce que la maison, elle va pas. Mais des fois, c'est un peu comme une paire de chaussures. Des fois, tu rêves d'une paire de chaussures, tu mets le pied dedans, t'as mal au pied. C'est un peu pareil dans n'importe quel style de métier. C'est que derrière, en fait, tu es là, tu vas peut-être travailler dans une maison, tu as déménagé, tu as eu des coûts à toi pour déménager, trouver un appart, tout ce qui va avec. Mais je pense qu'en fait, des fois, il faut forcer un peu, plutôt son envie pour s'acclimater à la maison. Mais après, si ça ne fait pas, je pense qu'il vaut mieux changer de maison plutôt que faire des choses où tu n'es pas épanoui. Donc quand tu n'es pas épanoui, ton travail, il se le ressent. Bien sûr. Donc je pense que derrière, c'est important d'être épanoui et de se sentir soi-même épanoui parce que tu le ressens dans ton travail. Puis quand tu as un client qui s'attable à table, en fait, il n'y en a rien à faire si tu n'es pas épanoui. Lui vient, paye pour une prestation. Quand tu vas chez le dentiste, en repartant, tu dis merci alors que tu as mal aux dents. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc derrière,
toi, tu dois rendre une partition parfaite, quoi. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Le fait d'être épanoui dans son travail, que c'est ce qui nous permet de performer. Je crois qu'il n'y a pas un invité qui me l'a pas dit. Donc c'est sûrement que vous avez tous raison. Ouais, après, je te dirais, raison, encore une fois, tu sais, tout est discutable, tout est entendable. Ça dépend, encore une fois, où tu mets tes curseurs. Qu'est-ce que tu as envie, pas envie, qu'est-ce que tu as envie de faire, pas envie de faire. Pour aller au niveau, c'est très important d'être épanoui. Oui, d'être épanoui, oui, parce qu'en fait, derrière, c'est prenant, derrière, t'as de l'investissement, tu vois, t'as quand même pas mal de paramètres. Puis, en fait, l'épanouissement, tu sais, moi, je te dirais l'épanouissement au pluriel. Ton épanouissement personnel, ton épanouissement professionnel, ton épanouissement familial, en dehors du boulot. Si tu t'épanouis dans tous tes points, forcément tu seras meilleur. Ouais. Moi, comme je dis toujours, au plus tu es avec des gens qui te tirent vers le haut, plus tu vas aller vers le haut. C'est un peu naturel, quoi. Écoute, je crois qu'on a tout fait. J'ai passé un excellent moment. Merci, moi aussi. Tu transpires la passion et l'esprit compétitif. On peut que te souhaiter un bon dimanche. Merci, En c'est ce ce qu'à 15 dire. mars. J'essaierai de penser à toi, de regarder le live donc sur YouTube. Je vous mets toutes les informations pour suivre la compétition. Au moment où on tourne ce podcast, elle n'est pas passée. Au moment où vous le verrez, elle est passée. Je vous mets pas en première ligne de la description pour pas vous spoiler si vous voulez retourner dessus, mais je vous les mets vers la fin, le résultat. Donc on le saura le dimanche soir. Donc je pourrais y mettre en Le description. lundi soir. Le lundi soir ? Le lundi soir. Et je mettrai à jour donc au cours de cette journée ton résultat, ce que tu as fait. Et ce que je peux te souhaiter, c'est de passer un bon dimanche et de performer au mieux, de prendre du bon temps aussi et de porter la France jusqu'au monde et jusqu'à la victoire. Merci. On l'espère. Est-ce que tu as des personnes à me conseiller, que tu pourrais un peu me parrainer, que je pourrais inviter à cette table ? Mais écoute, je te dirais 2 personnes. Le premier, je te dirais Marc Vera, parce que je pense qu'il a tellement d'anecdotes et en même temps d'histoires, de moments vécus. Ce serait fou. Et le deuxième, en rapport avec la compétition, je te dirais Emmanuel Renaud. Parce que voilà, c'est un compétiteur. Et je pense que les deux, si tu les mets les deux à la même table, prévois un podcast de 6 heures parce que ça va être Je incroyable. peux pas les mettre les deux à la même table. Donc un après l'autre. Ouais, je pourrais pas. Et en T'imagines plus de ça, Emmanuel Renaud a aussi bossé pour Monsieur Vera. Donc en plus de ça, Ça ferait un lien. Ça a du lien. Tu m'as cité des très beaux noms. Tu les connais toi personnellement ? Ouais, bien sûr. T'as un numéro ou un mail ? Bien sûr. Ah, excellent, super. Écoute, moi, ce que je peux faire, c'est te saluer. Merci. Tu es resté très disponible. Tu as été très organisé, alors que je sais qu'en ce moment, ton temps est des plus précieux. Je te remercie pour ton professionnalisme. Tu es quelqu'un de très respectueux et je t'en remercie vraiment. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite de porter ce drapeau jusqu'à la scène mondiale et en tant que premier, évidemment. Moi, ce que je vais faire, c'est vous remercier, vous, l'audience qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou même sur les plateformes audio, à nous laisser des likes, des 5 étoiles, etc. Ce que vous pouvez faire à l'instant, c'est booster la vidéo sur YouTube. Vraiment, c'est un soutien fou pour nous. J'espère qu'on pourra aller taper cette fois le top 10 des tendances. On essaye de faire toujours un peu mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous laisse tout de suite pour le moment blanc de Maxence. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté ou vu ce podcast sur les diverses plateformes. Merci à la table des chefs de m'avoir reçu. Et voilà, c'était un plaisir de partager ce moment. Salut.